Courage, ouais, 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 ouais. Problème d'ectomorphe. Ouais, problème d'ectomorphe. Moi, je suis un ectomorphe. C'est vrai. On doit se gaver jusqu'au mal d'estomac pour pas perdre de poids. Si en plus il y a une activité. Ah, mais là, tu m'as décrit, Harakiri. Tu m'as décrit. Juste en ayant une réflexion, par exemple, je sais pas, moi, je passe, par exemple, là, je sais pas, moi, je vais dire, une journée, je suis de mauvaise humeur et là, je commence à réfléchir. Le lendemain, j'ai maigri. Comme tu le vois sur moi, là, c'est dégueulasse. On souffre beaucoup plus. Là, on souffre beaucoup plus. Je sais que les gros, c'est une souffrance pour eux aussi, pour maigrir. Je sais, j'imagine même pas leur délire. C'est dur. Juste faire des abdos, ils peuvent pas faire des abdos. Nous, on a un corps qui est flexible, on peut faire plein de choses. Ça, je suis d'accord. Mais fucking grossir, frère, c'est wow! Comme yo, c'est juste un. Pour moi, en tout cas, moi je parle de pour moi, hein, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et pour moi, c'est juste incroyable. Euh, vermifuge, toi. C'est quoi ça, vermifuge? Tu m'apprends un mot là, c'est quoi? J'étais un gros fumeur de weed dès le matin avec le café. Ça fait 2 ans, j'ai tout stoppé. Ah, cool, man, Mani, man. T'as tout arrêté? Ah ouais, bravo, frérot. Wallah. Le CBD, bro, et la volonté. Ah ouais, le CBD, ok. Alright. Euh, Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc yes, salut à vous tous, tout le monde. 20 personnes avec nous tonight. Tout le monde est là. Et là, en plus de ça, aujourd'hui, si tu as le ver solitaire. Ah, le ver solitaire. Ah ouais, 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 je sais ce que je veux dire. Même chez nous, on dit ça. Ouais, ouais, un serpent dans l'estomac, là. Non, non, non. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je grossis, là, quand même, hein. Il y a des. Par exemple, quand je pars en voyage. Oh là 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 là. Quand je pars en voyage, frérot, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je mange. L'appétit, il est là. Il me faut mon petit déjeuner, il me faut mon dîner, mon déjeuner, il me faut mon dîner, les collations entrent. Yo! Mais quand je reviens, par exemple, à ma routine, que ça soit dans n'importe quel pays, ben, je sais pas. Des fois, je peux manger pendant 2 semaines comme un fou, très bien, magnifique, comme une personne normale. Et la semaine d'après, je sais pas ce qui se passe. Ou bien, je sais pas, peut-être parce que j'ai stressé, ou peut-être parce que, voilà, quoi, n'importe. Voilà, c'est incroyable. Je conseille les médicaments à base de poudre, de cornes de cheveux. T'es con, toi. Ne prends pas juste tes shakers protéinés, il faut que tu rajoutes des glucides. Mélange protéines plus flocons d'avoine en poudre. 2 fois par jour, je suis comme toi, j'ai pris 10 kilos en un mois. Oh! 10 kilos en un mois? Fuck! T'achètes quelle protéine, toi, frère? Je suis chaud. Voilà, je suis chaud. Ok. Donc, tu t'as dit quoi? Flocons d'avoine. Ok. Ah, et poudre, là, ici, là, il y en a, c'est sûr. Mélange protéines. C'est quoi ça, mélange protéines, là? Je veux dire, voilà, t'achètes un shake, t'achètes la marque. C'est quoi la marque que t'achètes, toi? Après, si tu fumes de la weed plutôt que du shit, tu auras beaucoup plus d'al pour manger. Yes, c'est vrai. Mais ici, on fume le shit ici. Mais c'est vrai, quand tu fumes la weed, elle, elle t'ouvre l'appétit beaucoup plus que le shit, c'est vrai. Après, si tu arrives à fumer 1 ou 2 joints par jour, ça va. Mais perso, c'était impossible. C'était tout ou rien. Ouais, ouais, mais bon, après, je ne sais pas combien de joints tu fumais, mais moi, par exemple, on va dire, si par exemple je m'entraîne et tout, comme par exemple là, du lundi au vendredi, je m'entraîne, ok? C'est lundi, même samedi, ok? Donc du lundi au samedi, je m'entraîne toujours le matin, bien comme il faut, on parle de 2 heures, 3 heures, même 4 heures d'entraînement, combat et renforcement musculaire. So, quand j'arrive à la maison, je suis mort, je fais une sieste. Et là, normalement, des fois, j'ai le stream. Donc, je fais le stream et c'est là que je fume mon premier joint, avant le stream, tu vois, juste pour me calmer, pour me mettre dans le mood. Et quand je finis le stream, je peux fumer 2 autres joints, tu vois ce que je veux dire? Et là, après ça, je dors. Donc, comme tu as dit, 3 joints par jour, yeah, comme quelque chose comme ça, tu vois. Mais des fois, quand je suis tout seul, bah, pas tout seul, par exemple, je suis en mode rien à faire, il n'y a rien à faire, je suis à la plage et j'ai le truc. Frérot, c'est comme chaque 1 heure, tu as un là. Tu vois, ça dépend, ça dépend. Tu manges pas après l'entraînement? Ben oui, je mange après l'entraînement. T'es fou, toi? Ben oui. Ben oui, je mange après l'entraînement. C'est juste que, bro, je mange pas un plat de ouf. Comme ce que les gens doivent supposer manger. Comme des grosses assiettes là, avec plein de riz, plein de conneries. Comme frérot, c'est impossible, ça rentre pas. Donc, je mange ce qui me donne envie de manger, je le mange. Voilà, je sens que j'ai plus faim. Voilà, je fais ma vie, quoi. Mais c'est anyway, les gars, je dois me concentrer sur ça parce que la façon comment je m'entraîne, ça va pas.
Ça va pas avec ma nutrition. C'est impossible. Sinon, je vais fucking disparaître là. Je vais devenir juste un squelette qui marche. C'est impossible. Yo, frérot, le nombre de sueur qui sort de mon corps. Bro, yo, je suis le seul dans tout le gym. Je suis le seul dans tout le gym. Frérot, quand je m'entraîne, c'est une flaque d'eau à côté de moi. Wallah, c'est abusé. C'est abusé. Et je me dis, d'où il sort cette eau? En parlant d'eau, vas-y, nique sa mère, on va boire de l'eau live. Créatine aussi, hein. Avant, je prenais ça, avant que je commence à m'entraîner. Je prenais l'oméga 3, je prenais le magnésium, je prenais le zinc, j'avais mes protéines, j'avais ma créatine, j'avais mon BCAA, j'avais tout ça. Mais une fois que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai délaissé ça. J'étais comme, OK, j'ai pas besoin parce que, je sais pas, et c'est là que je dois l'acheter, tu vois. Et là, j'ai pas le choix maintenant, pas le choix. Demain, je débarque sur eux, yo. Donnez-moi tout ce qui fait grossir. Vas-y, vas-y, il faut se piquer, vas-y, on se pique sa mère, vas-y. Je rigole, je rigole. Il n'y a pas de piqûre qui se donne, je suis contre ces conneries-là. Ok, salut à vous tous, 23 personnes avec nous tonight. Un stream ce soir, comme vous l'avez pu bien voir dans le titre. On va parler analyse technique, on va parler XDC, on va parler BAX et on va parler IoTeX. Donc j'ai choisi trois. On va parler de ces trois-là. Demain ou après-demain, on va parler de de trois autres, tu vois, et jusqu'à qu'on fasse le tour encore sur toutes les opportunités. La vérité, je me suis fait du mal à moi-même. J'ai tellement bombardé le Discord avec 20 millions d'opportunités que putain, maintenant, ça me donne plus de travail. Et quand tu sais que chaque fucking opportunité, tu dois lui faire son stream, tu te dis merde, j'ai du travail, putain, tu vois ce que je veux dire. Et plus le temps passe, plus tu dis c'est pas good, tu comprends? Donc, anyway, petit à petit, on va faire le tour. Et j'ai encore le Discord. Oh my God, l'autre Discord, Lord Mansion Club, yo, ça là, yo, je l'ai délaissé, ça fait des mois. Mais j'ai pas le choix de revenir parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ces opportunités qui sont dans notre Discord. Yeah, so anyway. Et en plus de ça, les gars, ce soir, aujourd'hui, oh my God, aujourd'hui, je me suis fait taper. Là, en ce moment, en parlant de ça, là, j'ai tellement mal à la tête. Je viens de boire le Doliprane. Et en parlant de ça, yo, ça, c'est une des solutions que je trouve. La vérité, là, fuck, yo, j'ai reçu des coups. Et le problème, c'est que l'enculé avec qui je faisais le truc, l'enculé avec qui je faisais le truc, voilà, c'est un jeune de 16 ans. Parce que moi, je m'entraîne avec des athlètes. C'est un jeune de 16 ans. Le mec, il va faire des combats. Et nous, on a un entraîneur, un gros entraîneur, rien à dire. Voilà, on s'entraîne moi et lui. Parce qu'au début, il n'y a personne, il n'y a que moi et lui. Là, on commence à faire, OK, lui m'attaque, moi je contre-attaque, lui il attaque, moi je contre-attaque, tananana. Et moi, je suis comme, OK, c'est bon, là, c'est la technique, on va essayer de faire la technique, on va essayer de faire la technique. That's it. Mais le gars, bam, bam. Et moi, la garde, je la maîtrise pas bien. J'ai pas une garde de gars comme tu vois, là. Ça rentre encore. Et bam, 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 les crochets, bam, moi j'essaie de garder, bam, 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 bam. Yo, je finis le truc. Voilà, je fais mon truc, je reviens à la maison. Mais yo, ma tête va exploser là. Tellement que mon cerveau, il a fucking shake. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas cool. Parce que moi, j'ai 36 ans, le mec, il a 16 ans. Je vais pas lui montrer que j'ai mal. T'es fou, toi, ou quoi? Vas-y, je suis là, vas-y, frappe, frappe, allez, frappe, frappe, j'encaisse, go, j'avance. Mais c'est l'adrénaline et l'ego, tu vois. Et moi, ma garde, elle est pourrie. La vérité, elle est pourrie. Je vais pas le mentir. Je lui garde, mais elle rentre. Tu vois, ça rentre. So, il faut que je travaille sur ça, mais ça m'a réveillé sur ça, tu vois. Donc là, j'ai pas le choix demain que la garde. Essayez de me frapper. Boum. Ah, j'ai mal. Ouais, ouais, je peux être son daron. Ouais, ouais, je peux être son daron, mon gars. 20 ans de différence. Mais ils comprennent pas dans le gym, ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce que j'ai 36 ans et je m'entraîne au même niveau qu'eux et j'ai jamais fait ce genre d'entraînement de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Jamais. Et donc, ils sont là, à la fin, ils me disent, ça fait combien de temps que tu combats? Je dis quoi? Yo, frérot, ça fait 3 mois. Parce que je lâche pas, j'ai le mental. Ils comprennent pas qu'avec le trading et avec les investissements, ils n'auront jamais le mental que j'ai. Ramène-moi même fucking Floyd Mayweather. Aucun problème. Le mental est là. Quand tu perds 6 chiffres, quand tu perds plus de fucking je sais pas combien d'argent, crois-moi, le mental, par quoi moi je suis passé, ils sont jamais passés par là. Quand tu vas dans le ring et tu vas dire que tu vas recevoir des coups,
Pas de problème. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Ils comprennent pas le délire. Et voilà, ils comprennent pas d'où je viens, moi. Le mental, si tu veux le mental, il est là. Le mental est là. Ça, c'est sûr et certain. Désolé, les gars, là, je vais juste. Et ouais, ça aussi. Ça aussi, ils me le disent, là, dans le gym. Ils me disent tu, tu as les plus longs bras. T'es la personne qui a les plus longs bras dans le gym. Et c'est vrai, bro. Wallah, je l'ai réalisé maintenant depuis que je m'entraîne. Et alors, je dois faire ça pour serrer, les gars. Ça, j'ai mal. Quand tu serres le cerveau, là, la douleur, elle s'en va un peu. Ça, c'est, ça, c'est une technique des grands-mères. Ça, c'est une technique des grands-mères maghrébines. Avec ton allonge et tes grands segments, tu dois en faire une force. Ouais, c'est vrai. Mais je ne le réalise pas encore. Je ne le réalise pas encore. Je ne réalise pas mes avantages. Quand j'étais petit, je faisais ça, mais quand j'étais petit, pas de conneries là. Comme pas petit, 8 ans, mais je faisais ça quand j'avais 15 ans, 16 ans. Mais, oublie ça, comme un petit peu de temps là, bye bye. Bref, et là maintenant, quand tu vois, tu dis, shit, quand tu vois ta main, tu dis, wow, je peux vraiment reach, tu vois. Et là, tu commences à réaliser, mais ça va prendre du temps encore. Ça va me prendre du temps encore pour vraiment réaliser mes avantages, parce que je suis grand, hein. Genre, vraiment, là, si je garde bien ma distance, là, frérot, c'est très difficile pour rentrer, tu vois, pour vraiment m'attaquer. Yep, step by step. Anyway, on va arrêter de parler de ça. 25 personnes, c'est bon, là, les gars. Merci d'avoir entendu mes problèmes de la journée. Je pense que vous aussi, vous avez des problèmes, hein. Vous aussi, vous avez plein de choses à raconter. Donc, yeah, on va arrêter avec ça. So, on va regarder ce qui se passe dans les analyses techniques. Euh, Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est exactement ce que je vous ai dit dans le dernier stream, hein. Si vous vous rappelez du stream du dimanche, je vous ai dit quoi? Avant même qu'on aille le pompe, je vous ai dit, les gars, on a un falling broadening wedge. OK? On a un falling broadening wedge ici. Et un falling broadening wedge, c'est bullish. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on était là, hein. On était là. On était toujours là. Et je vous avais dit, les gars, ça serait bien qu'on casse le 200 moving average pour que ça soit meilleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, très en avance, un magnifique trade clean, très joli, propre. OK? So, on a la base flat ici vers le haut, comme vous pouvez le voir. On a un autre pattern ici, une grande structure qui est un right-angled broadening wedge. Et le right-angled broadening wedge, c'est une structure bullish. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas spéculer à partir d'ici que yo, c'est sûr et certain qu'il va faire un nouveau all-time high. Normalement, il devrait faire un nouveau all-time high. On a le temps d'aller chercher un nouveau all-time high. Là où il se trouve à 64 000, frérot, c'est rien pour Bitcoin de faire un nouveau all-time high vers les 80 000 easy. Il peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la probabilité de faire un nouveau all-time high, elle est toujours là. OK? Mais il y a une putain de résistance ici qu'il faut casser. OK? So, d'abord, là, d'abord, si on fait un Fibonacci, avant de penser à cette résistance ici, d'abord, on est où? On se trouve où là en ce moment? On se trouve littéralement dans la Golden Zone. OK? Littéralement dans la Golden Zone, live, là. Donc, de ce swing high à ce swing low, on est littéralement dans la Golden Zone. On vient de casser la Golden Zone, en fait. Tu vois? La Golden Zone, c'est laquelle, la Golden Zone? La Golden Zone, c'est entre le 0,38 et bien sûr le 0,61. Tout ça, c'est la Golden Zone. Et là, on voit clairement qu'il a cassé la Golden Zone. Et là, il est en train de respecter le dernier niveau de la Golden Zone comme un support. Si on recule un peu en arrière, résistance, résistance, résistance. Maintenant, c'est devenu un support pour l'instant. OK? Support, support, etc. Donc, pour l'instant, c'est un support. OK? Mais qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? Je vous dis, yo, la Golden Zone, même si on la casse un tout petit peu, même si on monte un tout petit peu, c'est une zone où un revirement peut se procurer. Qu'est-ce que qu'est-ce que je dis? Se procurer, putain. Peut apparaître, tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, il n'y a rien qui nous dit que ça va revirer là. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous dit que, yo, c'est sûr et certain qu'on va tomber. Mais il y a des indications, il y a des indicateurs ici qui nous disent, hey, watch out. Watch out, guys, watch out. Pourquoi? Parce qu'on a ici clairement, peut-être pas vraiment là, mais presque une divergence baissière. Parce que là, on a presque un double top ici. OK? Un double top. Et là, comme si on va aller chercher un genre d'un triangle.
Qu'est-ce que je dis triangle? Putain, ma tête là, parce qu'elle est tellement. J'ai tellement mal à la tête que je dis n'importe quoi. Putain, il y a des mots qui sortent de ma bouche et je ne les pense même pas. Bref, on a comme un genre de épaule, tête, épaule. Peut-être qu'on pourrait former. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que le RSI devrait tomber un peu plus, doit tomber un peu plus. Et donc, si le RSI tombe un peu plus, donc ça veut dire que le Bitcoin va tomber un peu plus aussi. Tu vois ce que je veux dire? So, euh, moi, ce que je pense live, là où on se trouve, là où on se trouve, je vous ai dit la dernière fois que yo, hein, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit. Ou bien on fait un lower high, on fait un lower high et on descend chercher un nouveau low et là on part. Ou bien on monte, résistance, on descend, on cherche un nouveau low et on part, peut-être. Là, ça, c'est à voir. Ça, là, ce move-là, il est à voir parce que ça reste le futur. On ne peut pas prédire vraiment le futur à ce point-là. Tu vois? Déjà, ça va prendre beaucoup de temps. Le fait que ça monte ou ça baisse, whatever, ça va prendre beaucoup de temps avant d'arriver à ce scénario-là, lui, le dernier. Donc, et c'est exactement ce que je vous ai dit dimanche. C'est ou bien on fait un lower high et on tombe, ou bien on monte, résistance, ou on tombe. Ou bien sûr, si on a de la chance et si les choses sont vraiment explosives, etc., alors oui, on peut aller chercher directement un nouveau all-time high à partir de ce pump-là. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne s'arrête pas, ça continue. Après, tu vois, il ne faut pas trop être naïf comme ça, tu vois. Je sais que bientôt, là, vers la fin du mois de juillet, il y a la conférence Bitcoin et il y a Trump qui va parler, il y a Kennedy qui va parler, le fils de Kennedy qui va parler, il y a plein de monde qui vont parler. Donc, je pense et je m'attends à un pump aux alentours de cette réunion. N'oubliez pas qu'il y a le Fed Meeting le 30 et le 31 juillet. N'oubliez pas que juste dernièrement, Powell, il a parlé lundi. Il a dit comme quoi il a été quand même cool. Je vous ai mis les textes. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais je vous ai mis les textes sur le Discord. Donc, les gars, on a tous les ingrédients pour faire exciter les marchés, tu vois. Et les marchés, je pense qu'ils vont s'exciter. Je pense qu'ils n'ont pas encore fini de s'exciter encore plus. C'est juste que quand on parle de s'exciter, les gens ils pensent que ça va aller tout droit avec une bougie verte jusqu'à destination et ça va chuter. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace, ça monte, ça retrace, ça monte, etc., etc., etc. C'est des étapes. Parce qu'il y a des résistances, il y a des supports, il y a des zones de valeur qu'il faut confirmer, etc., etc., etc. Donc là, maintenant, ce que je pense, ce qui serait, d'après moi, ce qui serait logique, d'après moi, hein, d'après moi. Après, je ne suis pas vraiment, comment dire, ouais, c'est sûr et certain qu'il va le faire. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est sûr qu'il va le faire. Je dis juste, ça serait logique, d'après moi, qu'on revisite cette zone. Euh, Celle-là, ouais. Et si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, on devrait, normalement, pas on devrait, non, pas on devrait. Normalement, ce qui est logiquement correct et techniquement correct, regardez ici. Support, support, on a cassé le support, boum, on est revenu. Support, on l'a retesté presque. Là, on remonte, oh, support, on repompe un peu, on casse. Résistance, là, on l'a cassé. Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? Quand on casse une résistance majeure, même s'il monte plus haut et rapidement, il va redescendre vers, normalement, l'actif redescend vers la zone qui était anciennement une résistance et il doit la respecter comme un support pour repartir. Donc, même s'il fly rapidement et même s'il te semble aller loin, plus il va loin et plus il monte rapidement, plus il va tomber rapidement vers cette zone. Tu comprends? Donc, techniquement parlant, je pense, sans être sûr à 100%, parce que n'oubliez pas qu'est-ce que je vous ai dit dimanche, et n'oubliez pas qu'est-ce que je vous ai dit au début du stream, on peut aller chercher le 74 000 avant de chuter. Tu vois? C'est ou bien un lower high, ou bien on rencontre la résistance ici, on chute, ou bien on fait un nouveau all-time high et on chute. Le nouveau all-time high, je ne pense pas que ça va être le cas maintenant, là. À partir d'ici, on va directement monter, aller chercher un nouveau all-time high. Mais d'après moi, si tu me demandes mon avis, je pense qu'on va chuter, respecter ça comme un support, pom, 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 parce qu'on l'a cassé. On n'est plus revenu
le retester. Et là, ça va former comme un genre d'épaule, tête-épaule inversée. Et là, on part chercher le 74 000 et peut-être même aller chercher un nouveau all-time high. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire ici? Hein? Est-ce que vous me suivez? OK. Donc là, on est d'accord. C'est ce que moi je pense, hein. Après, peut-être tu vas voir quelqu'un d'autre qui va te dire autre chose. Mais la plupart des gens, si tu les vois maintenant sur Twitter, ils sont tous excités maintenant. C'est fini, la peur, elle n'existe plus. Il a fallu 3 jours pour éliminer toute une peur qui a duré 4 mois. C'est toujours pareil. Ne pensez pas qu'un jour, ça va être différent. Vous me tuez quand vous venez me dire, Lord, mais imagine cette fois-ci, c'est différent. No. Parce que la stupidité humaine va toujours rester pareille. Les gens sont avides, les gens, et c'est ça qu'on trade. On ne trade pas les actifs, on ne trade pas Bitcoin, on ne trade pas les XRP, on ne trade pas Dent. On trade le caractère humain, les émotions humaines. Tu vois? Et là maintenant, c'est un indicateur clé, comme quoi la confiance est revenue très vite. Donc la confiance est revenue très vite. Ils vont manipuler les choses encore plus en leur faveur. Ils vont faire FOMO encore les gens, c'est ce que je pense, d'ici les élections. Mais d'ici les élections, je ne suis pas en train de dire que ça va faire que pomper, 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 pomper. Non, ça va pomper, chuter. On va avoir des moments où on va crash, on va douter. Tu sais, comme d'habitude, un bon petit 1 mois, 3 semaines, et là, ça va repartir. Tu vois, je ne suis pas en train de dire que ça va juste monter tout droit. Non, il y aura des moments où il y a un creux là. Tu te dis putain, tu vois ce que je veux dire? Crois-moi. Et les événements vont plus s'arrêter, un après l'autre, je te le dis. Et surtout qu'après la première baisse de taux, il y a toujours un Black Swan qui arrive. Il y a toujours un événement fou qui arrive après la première baisse de taux. Regardez ce qui s'est passé en 2019. La première baisse de taux, en 2020, on a connu le Covid. Avant, les années d'avant, je vous ai montré là la charte, ben pareil, tu comprends? Je ne me rappelle plus des événements qui ont eu lieu dans ces années-là, mais il y a eu des événements, pareil. Tu comprends ce que je veux dire? So, tout le monde maintenant va dire on est parti, on va fly. Et je suis en train de te dire avant tout le monde qu'on va partir. Comme ça fait combien de mois que j'arrête pas de te dire t'inquiète, on va faire un nouveau time high. Depuis ici, depuis qu'on était là, j'arrête, on va faire un nouveau. Même quand ça a chuté, yo les gars, calmez-vous, on n'a rien foutu, on est toujours dans un fucking range. Rien, zéro que dalle. Et là maintenant, on a intégré le range. Tu vois? Donc depuis longtemps, j'arrête pas de vous dire yo les gars, yo les gars, yo. Parce que c'était juste clair. C'était trop comme. On n'est pas encore prêt pour une fucking chute énorme. On n'a pas encore baissé les taux, tu vois. Et c'est ça qui me gardait, calme, patient et on attend. Tu comprends? Maintenant, en sachant ce qui se passe, oui, on s'attend à un magnifique pump sur les alts, le même pump qu'on a vécu en octobre. Entre octobre 2023 et mars 2023, peut-être qu'on aura la même chose, mais I don't know. I don't know. Je ne sais pas s'ils vont être capables de nous donner des pourcentages incroyables comme ils nous ont donné la première fois, hein, depuis octobre et mars. Donc, ils vont nous donner, je pense, mais ils vont juste aller chercher une certaine liquidité pour redescendre plus bas. Et je parle du crash, le grand crash. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être un énorme moment pour le shopping, le plus beau shopping que tu as jamais fait de ta vie, je pense, sans rien. Et ça va être le dernier shopping que tu vas faire à ces prix-là. Et ça, je suis garant maintenant, je te le dis, tu peux dire que Lord s'est trompé ou il a l'air ou c'est un clown parce qu'il dit n'importe quoi. Maintenant, je suis garant, là maintenant, je te le dis. Ça va être la dernière fois que vous allez acheter tous ces actifs-là au prix que vous allez les voir, à vie. Donc, ça va être fou, ça va être fou. Mais pour l'instant, c'est exactement ce qui s'est passé dans les derniers 4 mois. Les derniers 4 mois, les derniers 4 mois, on a vécu une manipulation vers la baisse. Maintenant, on va vivre une manipulation vers la hausse. C'est juste que la manipulation vers la hausse, elle excite les gens et les gens sont contents. Donc, ils ne voient pas le mal. Mais quand tu fais une manipulation vers la baisse, ben, tu vois que les gens ils perdent de l'argent, ça fait plus mal que la manipulation vers la hausse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la manipulation vers la hausse va faire encore plus mal. Pourquoi? Parce que les gens vont vraiment rentrer dans une illusion comme quoi c'est fini, on va partir, ça va éclater. Et tu le vois déjà sur XRP. Regardez ce qui se passe sur XRP. Oh my God, tout le monde parle de moon, on va fly, on va éclater, on va exploser.
c'est toujours la même fucking chose. Et XRP, quand il pompe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Surtout quand il pompe hard comme ça. So, on va voir comment ça va se passer. Et XRP, moi, depuis longtemps, j'arrête pas de donner mon call dessus. On parle de 1$, 1,20$, 1,30$. 95 sous, d'abord 75 sous, après 95 sous et après 1,10$, 1,20$, 1,30$ si on a de la chance, bien sûr, si les choses sont beaucoup plus explosives. Donc, je ne pense pas qu'on va voir plus que ça. Mais après, on va connaître un putain de dump qui pourra nous faire revenir vers les 40 sous, vers les 30 sous, vers les 35 sous, 32 sous, peut-être dans ces alentours-là. Yeah. Peut-être même plus bas. Si XRP ne monte pas vraiment vers les 1$, 1,20$, bah, s'il reste dans les 75 sous, des choses comme ça, il ne fait pas grand-chose d'ici le crash. Alors ouais, tu peux penser à plus bas, hein, plus bas que 30 sous. Donc on ne peut pas vraiment timer exactement quand on aura ces targets et on ne peut pas savoir quel target on aura. C'est impossible. Je pense que là, maintenant, vous savez, hein, vous savez maintenant comment les choses marchent. On donne des targets basés sur des indicateurs, basés sur des outils, etc. Mais on ne va pas attendre des targets les bras croisés. Tu dois suivre le marché. OK, ah non, j'aime pas ce qu'il vient de faire maintenant. C'est fini, je sors. Tu vois? C'est une question de feeling, c'est une question d'instinct, c'est une question de plein de choses. Encore une fois, on trade les humains. On ne trade pas XRP, on ne trade pas Bitcoin. C'est les humains contre toi. Tu vois? Qui ont une autre image différente que la tienne, une autre vision, une autre analyse différente que la tienne. Tu te bats contre eux. Tu vois? Ah, là, c'est. Et là, est-ce que vous m'entendez? Ok. Ok. Donc, ça enregistre toujours. Ok, c'est bon. Donc, yeah, man. So, tout ça pour dire que voilà ce que je vois venir pour Bitcoin. On va rester simple. Euh, pour moi, c'est, voilà, je le dis, je le répète, faut que j'arrête de sortir ces mots-là. Ça serait logique de voir un retour vers cette zone. Hein, voilà, c'est toute une zone en fait, toute une zone. Un retour vers cette zone, on confirme que c'est un vrai support. C'est fini, c'est mort. Et là, on part. Donc, même si ça pompe un peu plus, je serai toujours, si je suis dans un trade, et là, je parle avec les gens qui sont dans des trades alts, etc. Parce que si Bitcoin décide de descendre vers ce niveau-là, alors c'est sûr et certain que les alts vont se faire taper. Ça, vous le savez, les gars. Donc, si vous êtes dans des trades, hein, pas besoin de répéter la même histoire. Protégez vos liquidation price. Faites les choses bien et ne paniquez pas. Parce que je pense, s'il le fait, c'est littéralement un épaule-tête-épaule inversé. Et là, ça va être beaucoup plus explosif. Et c'est là qu'on va chercher le 74 000. So, yeah. Voilà mon analyse sur le Bitcoin. Sinon, la dominance du Bitcoin qui est... Attends, j'ai pas encore fini, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. En plus de ça, pourquoi je suis pas... Je te disais que Lexa a la même target que l'ordre. Ah, Lexa, je connais pas Lexa. C'est qui Lexa? C'est une femme? Ouais, Lexa, c'est une femme. Bah, c'est un nom de femme, ça. Donc, ici, quand tu regardes sur le 4 heures, ah ouais, c'est un mec. Lexa. Alexa. Lexa. Alex. Non. Whatever. OK. Donc, quand tu vois ici dans le 4 heures, OK, un YouTuber, OK, cool. Quand tu vois ici dans le 4 heures, pour le Bitcoin, tu as comme un genre de divergence baissière. Ben, ce n'est pas genre, c'est une divergence baissière. Tu la vois clairement ici. Sur ce qui pourrait arriver sur le Bitcoin, un autre dernier pump, OK? Ça va créer une autre divergence baissière.
Et là, tu auras une plus grande divergence baissière et celle-là, ça tombe. Tu vois. Donc là, on peut vivre un dernier petit pump, relax, pour ce petit dump que je vois venir court terme avant de repomper. OK? Donc ça, c'est mon analyse. Euh, sinon, tu as autre chose ici. Tu vois, regarde. Ici, tu peux le voir aussi d'une autre façon. Tu as comme un rising wedge. Comme tu peux le voir, il est là. Et là, tu fais ça comme ça. Boum, voilà. Un beau, beau rising wedge, clair et net. Et là, on a eu le breakout. On a eu le breakout, il n'y a aucun problème. That's cool. Et aussi, on a même un support ici. Regarde. Si tu regardes ici, là, regarde. C'est résistance, résistance, résistance. Et là, maintenant, ça respecte hein, le dernier sommet comme un support. So, c'est ou bien il garde ça comme un support, il monte voilà, une dernière fois pour créer une autre divergence baissière et là, on tombe beaucoup plus fort après, vers les 58 000, vers les 59 000 ou dans ces alentours-là, avant de repartir. Ou bien, à partir de là, on tombe, on remonte et là, on casse. Et là, on tombe vers les 58 000, 59 000 dans les alentours et là, on part. Donc là, on aura un vrai un low ici, l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Et là, on part. Donc, si tu calcules, pas tu calcules, si tu veux avoir une idée quel sera le target euh, si on finit par imprimer cette épaule inversée, alors disons que ça va sortir par là, voilà, c'est juste pour avoir une idée, ça nous donne littéralement un nouveau all-time high. Tu vois? Donc, si on a cette structure et on finit par jouer cette structure, je pense que, yeah, parce que si on fait que pomper à partir de là, je pense fortement qu'on va s'arrêter à 74 000 et là, la chute va être énorme. Tu vois? Mais si on redompe, on reteste des zones de support, on ramasse de la liquidité, ok, good, on a une meilleure structure, donc les traders longs vont mettre plus d'argent, good, là, on aura plus de force pour aller plus loin et faire un nouveau all-time high. Donc là, ça pourrait nous amener vers les 76 000. C'est pour ça que je t'ai dit 80 000, 79 000, 78 000. Ça ne m'étonnerait pas de voir ça sur le Bitcoin d'ici, je dirais, d'ici fin d'année. Hein. Peut-être que je suis très conservateur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire 100 000 vers la fin d'année. Peut-être. Comme je t'ai dit, il a le temps de le faire. On est le mois de juillet, mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 5 mois. En 5 mois, crois-moi, il peut aller le chercher. Regarde, en 5 mois, on a perdu combien? Juin 2024. Non, qu'est-ce que je dis? Regarde, juin 2024 à 5 juillet 2024. On a perdu combien? De 71 000 à fucking 53 000. On a perdu 20 000 fucking dollars presque. Hein? En même pas 2 semaines. Donc, crois-moi, s'il veut aller chercher le 100 000, il peut. En 2 semaines, en un mois, on est parti le chercher. Ça, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas. Il y a des bases. Qu'est-ce que je dis? Il y a des bases. Il y a des zones qu'il faut d'abord retester, confirmer. On arrive à d'autres zones, il faut les casser. Et là, on parle d'un nouveau all-time high. Pour l'instant, il n'y a rien. On ne peut pas parler. Même si je suis le premier à dire que, yo, on va faire un nouveau all-time high. Je suis le premier qui le dit depuis des mois. C'est juste que, yo, il y a une discipline. On ne peut pas juste parler pour parler. Mais je suis sûr et certain qu'il va faire un nouveau all-time high. Mais pour l'instant, il y a des étapes à aller chercher. Et je pense fortement qu'on va finir par faire un épaule-tête-épaule. Comme ici. Regarde, regarde ici. Regarde ici. Ah, vous vous rappelez quand j'avais call cette épaule, tête épaule? Hein, vous vous rappelez quand je l'avais call? Ah, et là, on a eu une putain de pompe vers la résistance. Et là, je pense qu'on va faire la même chose. Et là, ça va nous amener vers la résistance et c'est là qu'on fera un nouveau all-time high. Tout a été prédit, les gars. Tout a été prédit. Donc, rien de nouveau, rien de choquant, rien d'excitant, pour moi en tout cas. Sinon, on va aller checker la dominance du Bitcoin, c'est ce que je voulais regarder. La dominance du Bitcoin, il est toujours pareil, il est toujours là en train de traîner. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherche, mais écoute, qu'est-ce que je te dis? Son moment arrive, mais je ne sais pas quand ils vont abandonner cette dominance du Bitcoin pour les alts. La vérité, je ne sais pas, mais ça va venir. Tout ce que je sais, c'est que ça s'en vient. C'est juste que quand ils vont larguer la bombe, quand? Pour de vrai, ça devrait être à n'importe quel moment, la vérité, parce que bon, là, je viens de dire n'importe quoi, parce que si le Bitcoin décide de pompe vers les 74 000,
la dominance du Bitcoin va pomper. Donc, les altcoins ne vont pas performer comme tu le penses. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai un doute qu'on aille chercher, c'est encore une fois le profond de leur golden zone. J'ai un doute. Après, c'est normal que j'ai un doute. Peut-être que j'ai tort, mais j'ai seulement un doute. Je ne suis pas confiant à 100%. Dans le sens que, oui, je reste positif sur le fait que les alts peuvent nous faire un putain de pompe vers la profondeur de leur golden zone. Mais j'ai un doute en même temps parce que si le Bitcoin décide de fly, et c'est ce que je pense qu'il va faire, euh, la dominance du Bitcoin va suivre et ça va un peu retarder les cryptos, les alts. Donc les alts ne vont pas vraiment bien performer. Et c'est là quand le Bitcoin va arriver à son target à lui. Et là, la dominance du Bitcoin va commencer à se calmer et c'est là que les alts devraient faire quelque chose. C'est pour ça que je reste positif à un putain de pompe venant des alts avant la fin de l'année. Mais on pourrait ne pas avoir une meilleure performance comme on le pense pour les alts cette fois-ci. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est bien d'avoir cet argument que c'est bien, pas cet argument, c'est bien d'avoir ce petit doute. Mais après, tu dis, si les alts devraient chuter un autre 80%, parce qu'en sachant après la baisse de taux, le Dow Jones à lui seul, il perd fucking 40%. Et directement après, le Bitcoin perd 60%. Les alts vont perdre combien? 90%. Donc, je pense que les alts doivent monter un peu plus loin pour, et non, bien tomber et garder leur structure bullish. Tu vois ce que je veux dire? Et respecter certaines zones de valeur, etc., etc. Parce que s'ils restent là où ils sont, ou s'ils pompent juste un tout petit peu, frérot, le prochain crash qui va venir, ça va. Frérot, c'est pas normal, tu comprends? Donc, c'est pour ça que le doute, c'est bien de l'avoir, mais il faut pas trop qu'il monopolise ta tête, parce que je pense que les choses vont vraiment nous donner quelque chose de bien. Parce que les structures sont toujours bonnes. Les structures sont toujours bonnes sur plein de halts. Leur dip, il est littéralement fini, ou peut-être pas encore fini, peut-être un dernier dip encore. Mais là, il faut s'attendre à quelque chose pour redescendre plus bas. Et cette chose-là va être merveilleuse pour les gens qui vont acheter maintenant hein, dans ces moments-là, dans ces points-là, ceux qui vont prendre des trades, etc. So, yeah, il y a un risque à aller chercher, mais celui qui ne risque rien n'a rien. So, c'est là où il y a de l'argent à se faire. C'est une opportunité à ne pas rater. Bon, moi, je ne suis pas en train de vous pousser à prendre des trades. Non, non, non. Ce n'est pas une communauté de traders ici. Je m'en bats les couilles, je le sais. Mais si quelqu'un veut prendre un trade, et moi-même, je n'arrête pas de vous donner des trades sans vous donner des trades. À chaque fois quand je parle de dent et tout, je vous dis là, c'est le bottom, là, c'est nana. Donc, je pense que vous pouvez le faire vous-même. Vous avez déjà l'information. Mais, les gars, ces opportunités comme ça, tu sais, les opportunités qui vont durer 4 mois, qui vont durer 5 mois, etc., il ne faut pas les rater. Parce que de cette façon-là, tu, 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 comment dire, tu amplifies ton bag beaucoup plus rapidement, etc. Il ne faut pas avoir peur. Mais aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire, par exemple, tu suis Ulistif et tu vas faire cette stratégie. Là. Non. Ou tu suis Crypto Oli, tu vas faire cette stratégie. Non. Ou XRP Québec et tu vas faire cette stratégie. Non, je ne parle pas de ça. Hein? Mais je veux dire, tu dois profiter de ces opportunités parce que ces opportunités, c'est là où les gens s'enrichissent. Et c'est là où les gens créent leur liquidité pour se préparer à la prochaine chute, etc., etc. Tu vois? Donc, dans ces moments-là, là, il faut prendre du risque. Ou bien tu prends un trade réfléchi, bien sûr, ou bien tu achètes en spot. Tu achètes en spot, tu dis ce bag-là, je vais le vendre. Pas d'émotion. Lui, là, une fois que je fais un x3, x4, je le vends. Nique sa mère. Tu vois? Mais au moins, tu as profité de l'opportunité de ta façon. Tu n'es pas obligé de profiter de la. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai fait 200 000 dans ce pump. Ah, moi, j'en ai profité, toi, t'en as. Non, non, toi aussi, tu en as profité, mais tu en as profité de ta manière. Parce que tu as mis le budget que toi, tu veux. Tu as pris le risque que toi, tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, profites-en. Parce qu'il y a un putain de crash qui arrive. Et pourquoi ne pas profiter de cette hausse qui arrive? OK? Donc, ça, c'est la dominance du Bitcoin. Pour moi, yeah, je pense que si Bitcoin continue à pondre, je pense qu'elle va casser. Elle va monter plus haut. Si on va vers le daily, on check. On peut voir déjà le trend ici.
le fameux trend qui dure, c'est un trend historique, incroyable. On est bientôt, vraiment, vraiment, bientôt, on va le frôler, pas le frôler, on va vraiment le toucher bientôt, là. On va bientôt le retester. Et regarde, comme tu peux voir, on est là, là. On est là, là. Donc, ce pump-là qui s'en vient pour la dominance du Bitcoin, ça va être le pump qui va nous faire toucher le trend. Finalement, elle a pris tellement de temps pour fucking le faire. Fuck, juste fais-le et casse-nous pas les couilles, man. Vas-y, man, tu vois. Mais on est toujours en dessous de ce trend qui forme le fameux rising wedge. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est ou bien un truc comme ça, genre ça descend, ça monte, oups, et ça redescend, boum, ou bien ça monte, ça touche le trend et boum. Donc, il ne reste pas beaucoup. Mais n'oubliez pas que ce pump va faire mal aux alts. Les alts ne vont pas performer comme tu le penses. Ça, c'est sûr et certain. OK? Donc, une fois on aura ça, là, on pourra avoir des magnifiques pompes sur les altcoins. C'est pour ça que j'ai un doute, un petit doute, que peut-être on n'aura pas les targets qu'on vise pour les alts qu'on aime. Tu vois, les targets vers leur golden zone, comme je vous ai expliqué 20 millions de fois dernièrement. So, on va attendre, step by step. On va voir comment les choses vont se faire. Et voilà. So, la dominance du USDT, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? La dominance du USDT, c'est intéressant ce qui se passe avec la dominance du USDT. Pourquoi? Parce qu'on est dans un magnifique bear flag ici, ou si tu veux l'appeler un canal haussier. OK? Donc, la dominance du USDT, elle a chuté et c'est pour ça que le Bitcoin est en train de pomper. Donc, de l'argent qui sort des stablecoins et qui va dans le Bitcoin et dans les alts. So, là, maintenant, la dominance du USDT elle est revenue en dessous du 200 moving average sur le weekly. Ça, c'est pas bon, ça. Pas pour la dominance du USDT, mais c'est bon pour nous, en fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je pense que les choses vont en pompe, mais en même temps, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un truc comme ça avant qu'on pompe. Tu vois? So, c'est pour ça que le dump que je vois venir, pas que je vois venir obligé, que je pense, que j'anticipe vers le 58 000, 59 000, sera le pump de la dominance USDT vers, je ne sais pas moi, vers les 6% ou n'importe, peut-être, hein, peut-être pas, hein, peut-être même moins, je ne sais pas, pour redescendre après. Et c'est là qu'on aura l'explosion vers le 74 000 et même faire un nouveau all-time high. So, bon, faites pas attention à mon dessin parce qu'il est très, très, très loin, mon dessin. Voilà, je fais que dessiner, mais n'oubliez pas que c'est le weekly, donc ça peut prendre, je ne sais pas moi, 3, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines avant de monter ici. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc ça, c'est la dominance du USDT, mais c'est magnifique ce qui s'en vient. Magnifique, un magnifique bear flag. Je pense fortement qu'il y aura une continuité vers le bas et c'est ça qui va nous donner le pump hein, pour le Bitcoin vers les peut-être 80 000, whatever. Ou peut-être même, c'est à partir de là. Hein. Peut-être même c'est à partir de là. Regarde, tac, 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 live, là, là. On n'a même pas besoin de faire ça, là. Tu vois? C'est pour ça que si tu reviens sur le Bitcoin, je t'avais donné trois scénarios. Tu vois? Je t'avais donné trois scénarios. Ou bien un lower high, on descend. Ou bien résistance, on descend. Ou bien on fait un nouveau high et on descend. Tu vois ce que je veux dire? Un de ces trois-là. So, maintenant, si on choisit ça, genre un nouveau all-time high à partir de là, alors tu dois te dire que la dominance du USDT va casser à partir de là. Tu comprends? So, à voir et à suivre. On va step by step. Total market cap des altcoins sans le Bitcoin et sans comment dire, sans Ethereum. Comme tu peux voir la dernière fois, le dimanche, je vous ai montré ça grâce à cet outil-là qui est magnifique. On a touché pile poil la zone de valeur ici, hein, de ce dernier low à ce dernier high. Maintenant, on va faire pareil. On va faire pareil. Donc, de ce dernier high à ce dernier low. Donc là, on va chercher le 0,5 Fibonacci level qui est là. Et juste en haut, c'est la zone de valeur. Vraiment. Donc là, on peut aller chercher le 666 milliards ou peut-être même le 713 milliards. Hein, 713 milliards avant de voir une chute. OK? Donc ça peut vraiment, 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 vraiment se faire. Et en même temps, ici, comme tu peux voir, on a un magnifique bull flag. Hein, c'est littéralement un bull flag, là. Waouh! Si on a la cassure, les gars, oh là 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 là. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai un doute. J'ai un petit doute que peut-être qu'on ne va pas voir les targets
sur les alts. C'est la target vers la profondeur de la golden zone. Tu vois? Un petit doute dû à certains arguments, certains trucs. Mais quand tu vois ça, les gars, aïe, 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 quand tu vois ça, quand tu vois ce magnifique bull flag comme ça, ici on a le breakout. Les gars, tu peux littéralement, tu peux facilement te dire, OK, voilà le target. Voilà le target. Boum, 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 boum. Target easy, 922 milliards. Et ça coïncide, comme par hasard, ça coïncide comme par hasard de ce dernier high à ce dernier low. Ça coïncide comme par hasard avec la golden zone. Bon, je n'ai pas l'outil comme la dernière fois, mais bon, moi, avec mes yeux, je peux repérer je peux repérer la zone de valeur. Elle se trouve ici. Donc, comme par hasard, on va rejoindre le dernier niveau de Fibonacci. Donc, un profond retracement. On descend, un lower high, et là, on part pour de bon. Comprenez? C'est exact, ça c'est la grande image. Tu vois? Là, ça c'est le crash après la baisse de taux. Et là, boum, ça c'est le bull run. So, il y a encore du travail à faire, les gars. Mais on y est, on y est. Il ne reste plus beaucoup de temps, les gars. C'est un sprint maintenant, c'est mort. Quelques mois et c'est la folie. Je le dis et je le répète. Parce que là, moi, maintenant, je suis sûr de moi. C'est fini. Pendant toutes ces années-là, parce qu'on ne comprenait pas qu'est-ce qui drivait les choses. On ne comprenait pas qu'est-ce qui contrôlait les choses. On était juste là, ouais, cette année, ouais, la prochaine fois, c'est le règlement. Ouais, on attend le règlement. Oui, on attend l'affaire juridique. Oui, on attend. Frérot, il n'y a ni ça, ni ça. C'est la baisse de taux d'intérêt, Banque centrale, Jerome Powell. That's it, that's all. Finito, pepito. Ah, là, maintenant, on a compris. Baisse de taux, 6 mois, 8 mois. Peut-être cette fois-ci, ça va être même moins que ça. 3 mois, 4 mois, ça rase. Je l'espère en tout cas. Et là, bam, ça fly. C'est fini. Donc, on y est là. On est dans cette transition maintenant. On est là. On est dans cet épisode. So, tu ne peux plus te dire, ouais, mais non, mais je ne sais pas. Frérot, frérot, frérot. Ta négativité ne marche pas parce que c'est des facts. C'est des facts. Ça, c'est l'histoire. C'est réel. Tu comprends? Donc, yeah. Donc, bull flag. La vérité, si tout se passe bien, yeah, on a un putain de pompe qui arrive. Et là, on va aller chercher les targets que j'arrête pas de vous dire sur tel coin. Aller chercher le 1 sous, le 1 sous 2, le 2 sous 6. Si le total market cap des alts fait ce que je viens tout juste de vous montrer, bull flag, et décide de breakout et décide d'aller vers le 922 milliards. Alors, tel coin, oui, il a toutes les probabilités pour aller chercher le 1 sous 2, 2 sous 6, dans ces alentours-là. C'est ce que moi je vois venir maintenant sur les actifs, les altcoins. On a un high, ils vont aller chercher un lower high pour descendre plus bas. Et là, on aura une plus grande structure, tu vois. Et là, on aura l'explosion après plus tard, tu vois. Donc, c'est exactement ce que je vois venir. Donc, il faut capitaliser sur ce pompe. Il faut capitaliser sur ce qui s'en vient. J'espère qu'on aura ça parce que je pense que, voilà quoi, depuis un moment que j'arrête pas de vous dire ce qui va venir, et là maintenant on commence à l'avoir, donc je ne pense pas que je vais me tromper sur la suite des choses, espérons-le, voilà quoi. Donc ça c'est le total market cap des alts. On va parler de XRP, donc XRP il est en train de pomper, tout le monde est en train de s'exciter, oh my god, oh my god, oh my god. Bon, XRP il est en train de faire quoi? XRP, comme tu peux voir, on a toujours voilà, on a toujours ce trend qui est là, clair et net. Voilà. Donc là, maintenant, on dirait qu'on l'a cassé un tout petit peu. Sur ce qui pourrait arriver, j'arrête pas de vous le dire, 20 millions de fois. Je vous l'ai dit. D'abord, on a première résistance, qui est le 75 sous. Ça, c'est clair et net. Comme tu peux le voir là, l'histoire, elle le dit elle-même. 75 sous. Ce n'est pas moi qui crée des targets. Ce n'est pas moi qui crée les chiffres. C'est là. Si tu sais lire, c'est là. OK? 75 sous. 95 sous, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'était le dernier high. Voilà. Et le 1,20 $, ou le 1,30 $, ou le 1,12 $, comme More Money a dit, ou le 1,10 $, ou juste le 1 $, ben les gars, ça rejoint le trendline. Le fameux trendline. Et ça, c'est un trendline historique. Donc, tu ne peux pas le nier. C'est un putain de trendline historique. Regardez comment les gens s'excitent juste avec un 30, 40%, 50% en une semaine sur XRP. Alors, imaginez XRP monte à 1,10 $, ou 1,20 $,
Oh my God, le FOMO qui va se créer. Surtout si la juge donne son jugement final et dit que Ripple a gagné. C'est exactement ce qu'on a vécu en 2023. Et c'est exactement ce qu'on aura. Un putain de dump juste après. Pourquoi? Parce que c'est la baisse de taux. La baisse de taux, père, rien n'échappe à ça. Une fois qu'on aura la baisse de taux, il y a un événement qui vient. Donc, il faut s'apprêter à un événement. Panne d'électricité, panne de je ne sais pas quoi. Jésus va revenir, les aliens, je ne sais pas, I don't know. Je ne sais pas, les zombies vont se... I don't know, I don't know. Là, façon de parler, je rigole. Mais il y a un Black Swan qui arrive. Ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai pas envie que ça vienne. Là, je m'en bats les couilles. Je veux que ça explose maintenant. Et on fait tous l'argent maintenant. Mais je ne veux pas vendre du rêve. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que, en ayant ce trendline qui est historique, je ne vois pas XRP à lui seul casser ce trendline tout seul, sans l'aide du marché. Hein? Sans l'aide du marché. Quand je parle des marchés, je parle du Dow Jones, S&P, Nasdaq. Parce que rappelez-vous sur le Dow Jones. Rappelez-vous sur le Dow Jones, les gars, si on va sur le monthly. Si on va sur le monthly, les gars. Hein? On voit quoi sur le Dow Jones? Regardez les gars, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est une alarme que j'arrête pas de vous dire depuis fucking des mois. Qu'est-ce que je dis des mois? Depuis au moins l'année passée. Ouais, c'est ça, des mois. Un bon 8 mois. Les gars, regardez ces divergences fucking baissières. Regardez ces divergences baissières. Est-ce que vous les voyez ou vous les voyez pas? Est-ce que vous les voyez ou vous les voyez pas? Hein? Allô? Allô? Est-ce que vous les voyez ou vous les voyez pas, les divergences baissières? Oui ou non? Allô? Oui? Vous les voyez? Good. Je veux que vous parlez parce que ça rentre dans la tête, pour que ça rentre dans la fucking cabeza. Les divergences baissières, ça dure depuis janvier 2018, frère. Janvier 2018, le Dow Jones, il vit des divergences baissières. Et depuis janvier 2018, le Dow Jones, il fait que fucking fly. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Hein? Avant même le stream de Java, avant tout ça, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'on aura comme un style de 2019. 2019, ouais. Regardez qu'est-ce qu'on a eu. On a eu un pom, 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 pom. On a pompé juste après la première baisse de taux. On a pompé un peu. Et fake out, bam! Ciao, bye. Et c'est exactement ce qui arrive là, 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 là. La baisse de taux, c'est le mois de septembre. Et là, on y est là. Donc là, ça va pomper, pomper, pomper un peu plus. Tananan. Peut-être même pomper encore pendant la première baisse de taux. Exactement ce qu'on a eu ici. Voilà. Donc, on a eu la baisse de taux, mais on a pompé après. Donc, c'est exactement ce que je vois venir. Et là, blau! C'est inévitable. Je vous le dis, je vous le répète. C'est inévitable. Depuis longtemps que les divergences baissières sont là et depuis longtemps que ça nous alarme. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire don't FOMO. Ne FOMO pas. Si tu n'as pas envie de délirer avec ce qui se passe, ne trade pas, ne fais rien. Juste attends pour acheter. C'est tout. Mais ne FOMO pas. Je m'en bats les couilles si tu rates l'opportunité de faire de l'argent. Je m'en bats les couilles. Mais juste ne FOMO pas. Ne FOMO pas. Je te le dis, je le répète. Est-ce que vous avez compris? Don't FOMO. Vous allez avoir une fenêtre incroyable pour acheter à des prix incroyablement fous. Donc, en sachant tout ça, bah, c'est exactement quand tu sais ça, bah, tu dis, shit, la crypto ne va pas aller loin. Elle ne va pas aller loin. Elle ne va pas aller loin. Pourquoi? Parce que le fondamental n'est pas encore prêt. Il sera prêt bientôt. Il sera prêt bientôt et vous l'avez vu vous-même. Ça fait des mois que je vous parle de ça. Donc, 1,10 $, 1,20 $, 1,30 $, peut-être, genre, ok, vas-y, on abuse. Ils peuvent te faire un truc comme ça, genre. Ils montent, ils cassent. Oh là là, on a cassé, on a cassé. Ouah! Ça revient un peu, boum, et ça revient. Ouf! Plus ça monte, plus ça va faire mal. Tu vois ce que je veux dire? Plus ça va faire mal psychologiquement parlant. Donc, et là, quand tu regardes sur le monthly, on a un magnifique bullish engulfing candle. Regarde. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas de voir XRP monter un peu plus. Regarde, magnifique bullish engulfing candle de malade. Ça fait tellement longtemps que j'arrête pas de vous dire, yo, regarde, XRP, il est sur un support incroyable. Même chaque fois quand il casse, il revient en dessus. Chaque fois quand il casse, il revient en dessus. Et là, maintenant, il finit par te faire un bullish engulfing candle. Il reste encore 2 semaines pour que ce bullish engulfing candle reste comme il est. S'il reste comme il est à la clôture du mois de juillet, alors les gars, soyez-en sûrs que le 1 dollar, 1,10 $, 1,20 $, est un target qui serait inévitable à mes yeux. OK?
Donc ça, c'est XRP. Tel coin, je viens de vous dire, donc bon, ça fait des mois, je ne sais pas combien de temps que j'arrête pas de vous dire, je vous ai donné le target, donc je pense que je vous apprends rien. À part ce qui se passe live maintenant, en fait, il n'y a rien qui se passe, en fait. Je veux dire, c'est juste normal. Je veux dire, on avait fait les analyses techniques ensemble. Je vous ai dit, les gars, on a un potentiel d'aller chercher le 0,0017 et on a fini par chercher le quoi? Le 0,0018. Voilà, that's it. C'est bon. On a fini notre move. On a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. On a fini le trend ici. Là, maintenant, on va aller chercher un nouveau trend. Simple, aussi simple que ça. On va casser ce nouveau high. So, les gars, soyez-en sûrs. Commencez à prendre du profit à partir de 0,009. N'oubliez pas, les gars. Les gars, je parle avec des gens fucking intelligents ici. Je parle avec des gens fucking. Je suis sûr et certain, si vous me sortez vos diplômes, Wallah, vous allez me rendre fou. Wallah, je suis sûr, vous êtes fucking intelligent ici. Vous êtes fucking. Vous pensez par vous-même. Et je vous mets dans une forêt sans bouffe, sans rien. Je suis sûr et certain que tu vas te débrouiller. Tu vas galérer, mais tu vas trouver une solution. Tu vas chercher au fin fond de ton cul pour trouver une solution pour sortir de ce pétrin. Ben, c'est exactement ce que je vous demande de faire. Les gars, n'oubliez pas que vous avez acheté des tel coins à 0,0008. Tous ces tel coins que vous avez achetés à 0,0008, vendez-les parce que vous avez déjà des tel coins. Vous avez déjà des tel coins. Vous avez déjà acheté plein de tel coins avant le hack. Le hack, il est venu comme ça, comme par hasard. Donc, good. C'est 0,0008 les tel coins que vous avez achetés. Si tu as acheté 1 million, 2 millions, 3 millions, il y a même des gens qui ont fait de l'arbitrage, ils ont gagné des tel coins gratuits. Pourquoi créer de l'émotion et de l'amour pour ces tokens sans âme? Vendez-les à 0,009, 1 sou. C'est déjà un fois 10. Si tu as acheté fucking 2 millions, 2 millions à 2 sous, c'est 20 000 dollars. 2 millions à 1 sou, c'est 10 000 dollars. 10 000 dollars que tu vas mettre de côté quand tel coin va rechuter. Et là, tu vas me dire, ouais, mais là, mais cette fois-ci, ça se peut que c'est différent. Parce que je pense que tel coin va faire le all-time high. Nique ta mère, la pute. Vas-y, vas-y. Casse-toi, 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 casse-toi. Ne reviens. Chut, parle plus. Parle plus. Parle plus. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu commences à dire cette phrase, cette fois c'est différent, c'est qu'ils t'ont piégé. Simple. Donc, vendez les telcos que vous avez achetés dernièrement. Vendez-les. Vendez-les à ces targets. Mets-toi ce target. Mets-toi, tu dis OK, check. Je ne sais pas combien de telcos vendre. Je suis perdu parce que je suis con. Je suis perdu. Je ne sais pas. Je vais juste vendre les derniers telcos que j'ai achetés. Voilà. Les derniers telcos que j'ai achetés, c'est quoi? C'est 2 millions, 1 million, 3 millions, 4 millions? OK. Je vais les vendre pour voilà le prochain target. That's it. Restez simple comme ça. Pas besoin de compliquer. Est-ce que je vais vendre 20%, 30%, 40%? Et là, tu es perdu. Tu commences à faire des calculs. Tu commences à demander à tout le monde combien tu vas vendre. Wow. Ce que tu as acheté au dernier bottom, vends-les. That's it. N'oubliez pas, la tirelire de liquidité. La tirelire de liquidité, elle doit être remplie. Elle doit toujours être remplie. Pour qu'à chaque fois, il y ait un move, tu es le premier à sauter dessus. Tu n'es pas là à pleurer, à pleurnicher. C'est pour ça qu'on a des gens sur le Discord qui pleurnichent. Ouais, mais comment ça, vous avez toujours de l'argent pour acheter du dip? Non, mais comment ça, vous êtes. Ben là, comment ça, parce qu'on prend du profit? Ouais, mais moi aussi, j'aimerais prendre du profit, mais je suis toujours dans le rouge. Ben frérot, c'est toi qui es resté les bras croisés à ne pas DCA ou à ne pas je ne sais pas quoi. Tu n'as pas pris de trade parce que tu ne veux pas prendre de trade. Frérot, je veux dire, tout est là. Hein. Il y a des moyens. Je veux dire, I don't know. Hein, si ta bicyclette ne marche pas, tu vas aller prendre le bus. Si le bus n'est pas là, tu vas prendre le taxi. Si le taxi n'est pas là, tu vas prendre, je ne sais pas moi, un tuk-tuk ou n'importe. Il y a un moyen pour arriver à destination. Bah, c'est ça, tu ne vas pas rester les bras croisés. Et sinon, s'il n'y a rien, tu vas marcher. Simple. Bah, c'est pareil. Après, tu vois, c'est ce que je vous dis. Tu vois, essayez de, de, de- de sortir l'intelligence que vous avez en tête. Réfléchissez. C'est comme un jeu, en fait. Tu vois? Mais un jeu, mais tout en gérant le risque. Pas juste un jeu et tu fais n'importe quoi. Anyway. Donc, tel coin a été. Voilà, on a parlé de ça. Dent, il y a des gens qui me suivent sur Dent, bien sûr. Donc, on va checker qu'est-ce qui se passe. Dent, on a un magnifique. Bon, Dent,
vu que Bitcoin pourrait faire la chute que je vous ai dit, alors on pourrait voir d'abord sur XRP, si on revient sur XRP, on pourrait voir un XRP qui recule, qui redescend. Parce que comme tu peux voir, il a cassé ce support. Ben, en fait, il a cassé cette résistance, comme tu peux voir ici. Tu vois? Il a cassé toute cette résistance, mais il n'est jamais revenu la retester. Et là, il est parti très fort. Donc, je pense que XRP va redescendre très vite. Donc, ça, c'est mon analyse. Si Bitcoin décide de chuter vers les 58 000, 59 000, alors XRP, c'est un retour vers les 48 sous, dans ces alentours-là presque. 50 sous, 48 sous, dans ces alentours-là. Telcoin, si Bitcoin décide de redescendre vers les 58 000 à partir de maintenant, et Telcoin n'a vraiment rien foutu, alors on pourrait dire peut-être que Telcoin va monter un petit peu avant de redescendre plus bas, aller chercher le 0,0016, tu vois, dans ces alentours-là. Dent, pareil, Dent. Donc si Bitcoin décide de chuter, alors on peut dire que Dent peut aller chercher plus bas, ou bien juste un double bottom, tu vois, et partir. Parce que Dent, ce que j'aime de lui, j'aime une magnifique structure que moi j'adore. Ça, c'est ma façon de trader. Et j'utilise souvent, pas souvent, mais de temps en temps, j'utilise ce genre de target. Et je cherche toujours le 888, le 886. Le 886, c'est un target qui est bullish. Et une fois ton actif tombe dessus, pour de vrai, souvent c'est le bottom. Donc, ce qu'on pourrait voir, tu vois, le 886, il est là. Oups, non, voilà. Voilà, 886, tu vois. Il ne l'a pas encore touché. Il ne l'a pas encore touché. Mais ça, c'est extrêmement bullish comme structure. Ça, c'est bullish comme structure. Donc, il y a un pump qui s'en vient, qui va être énorme. Vers les 0,002, vers les 0,0024. Yeah, je ne sais pas s'il va faire un nouveau high. Je pense, si la dominance du Bitcoin décide de chuter, etc., yeah, on peut aller chercher le 0,0038. Et ça, vous connaissez, c'est mon target ultime. Mais on peut, comme Telcoin et comme le reste, on peut aller faire juste chercher à nouveau un lower high et on redescend après. Tu vois? Donc ça, c'est un truc à suivre. Donc on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'ils vont faire live là, à partir d'ici. Il faut qu'ils montent, 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 voir s'il y a des événements bullish autour, si le marché veut donner un peu plus. Et là, on va dire, OK, je pense que ça va monter plus. Mais à partir de là, dire qu'on va aller directement chercher le 0,0038, tu sais, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi aussi pour avoir l'air d'un clown après, tu vois. Donc, on va rester calme. Même si, même si moi, je sais, mais on va rester calme. On va rester humble avec le marché parce que le marché peut t'enculer à n'importe quel moment. So, cette structure, donc, ce qui pourrait arriver si Bitcoin décide de chuter, alors, Dent, il pourrait redescendre, un double bottom, ou bien faire un petit nouveau low. Et là, on part. Donc, ça, c'est un risque court terme qui pourrait arriver. C'est un petit risque court terme qui pourrait arriver. Mais ça ne va rien changer. Mais je sais que les gens vont déprimer encore. Les gens vont stresser encore si on a ça. Mais n'oubliez pas que si on a la chute du Bitcoin, les gars, on a un épaule tête épaule inversé, exactement comme on a eu ici. Donc, le 74 000 assuré. C'est juste que les gens ne vont pas voir ça parce qu'ils ne savent pas lire les chartes. Ce pas des traders. Donc, ils vont juste paniquer pour paniquer. Je vous le dis maintenant, ne paniquez pas si on a ça. OK? Si on a ça, c'est encore meilleur. On peut avoir d'autres trades. Tu vois? Mais bien sûr, si vous avez pris un trade sur Dent ou n'importe, et je vous l'ai dit la dernière fois dimanche, vous devez avoir votre liquidation price plus bas que le 0,005. Parce que live là, je ne pense pas qu'on va aller chercher plus bas que le 0,005. Je suis sûr et certain, plus sûr que moi. Je pense qu'on va monter et là, on cherchera plus bas que le 0,005. Donc, si tu es en mode long, juste protège ta liquidation price le plus loin possible en dessous de 0,005. OK? Euh, Yeah. Voilà quoi. So, c'est intéressant ce qui se passe. Je pense qu'il y a des magnifiques jours qui arrivent, des magnifiques semaines qui arrivent. C'est juste que voilà, j'essaie de vous donner la discipline. On ne peut pas s'exciter comme n'importe qui sur Twitter ou sur ouais, 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 ça part bull run. Non, non, non. Il y a des étapes. Je vous montre les zones qu'il faut casser, qu'il faut aller chercher avant de monter. Même si nous, on est sûr que ça va partir, il faut aller step by step. So, là, on a une magnifique structure haussière sur Dent. Parfait. On a un magnifique falling wedge. Magnifique. So, le pire des cas, peut-être un retest du dernier bottom avant de repartir. D'accord? OK? So, ça, c'est Dent, Gala.
Gala, pareil, c'est comme Dent. On est dans la zone de valeur. Gala, tu peux faire un truc comme ça, pareil. Tu vois, tu viens ici. Voilà. Oups, attends. Wow. Tu vois, Gala, c'est pour ça que Gala, elle peut chuter plus. Tu vois, Gala, il y a encore une chute à aller chercher. Il y a- Tu vois, si tu mets cette structure, le 886, c'est vraiment une zone très, 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 très solide. Donc, on pourrait voir une autre chute avant de repartir. OK? Donc, peut-être que ce n'est pas encore fini. OK? Pour les halts, c'est juste que les halts vont se faire taper. Et la dominance du Bitcoin est à 55,08, 0,6. Donc, si Bitcoin décide juste de descendre un tout petit peu, les halts vont se faire taper. Donc, ça va être leur dernier dump. Et non, si on revient sur Gala. Et c'est bien, c'est encore meilleur. Tu sais pourquoi? Parce que le falling wedge, il est juste parfait. On arrive au bout. Cette structure qui est juste incroyable. Euh, je veux dire, on est dans la zone de valeur. Donc, juste peut-être un nouveau lot pour repartir. Et là, ça va être explosif. Sinon, hey, on peut juste descendre un peu, faire un higher low. Et là, on part. On n'est pas obligé de descendre, faire un nouveau lot. Juste, je vous dis que le 886, il est encore un peu plus bas. Donc, on peut aller chercher plus bas pour Gala. On peut. OK? Pas sûr, mais on peut. C'est juste que je vous réveille sur tous les scénarios possibles. DBC. DBC, j'ai encore, tu vois, j'ai encore les. Putain, depuis la dernière fois, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit la dernière fois, je me rappelle très bien, hein, quand je vois ça dessiné, je me rappelle très bien. Je vous ai dit que ça serait bien qu'on chute pour aller chercher un double bottom et là on part. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Et bon, il y a encore du travail à aller chercher, il y a encore du chemin à aller faire, mais les gars, c'est juste incroyable l'analyse. Et là, on a comme un genre de bear flag. So, ne soyez pas étonnés si on a un truc comme ça. So, yeah, moi, je pense, il y a plein d'indicateurs partout qui me disent que yo, on va connaître un dump court terme. Il y a une bombe nucléaire qui arrive là. You know? Après, vous ne devez pas vous inquiéter parce que la plupart de vous sont en spot. Moi, je trade, oui. Ma liquidation price, elle est extrêmement bien protégée, donc je ne stresse pas. C'est sauf eux qui sont avides, qui sont gourmands, et qui ne m'écoutent pas, c'est eux qui stressent. Mais moi, je m'en bats les couilles parce que je sais que ça va repartir, même si on dump une dernière fois. Mais je vous mets ça en tête pour que vous ne me dites pas, ah, alors tu ne savais pas ou tu nous as rien dit, tu ne nous as pas prévenu. Non, 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 non. Vous êtes prévenu de A à Z. So, ici pour HBR. HBR, HBR, c'est intéressant pour de vrai. Parce que, regarde ici, de l'activité, de l'activité, de l'activité, de l'activité, résistance, support, support. On a cassé, on revient en dessus. Donc, pour l'instant, c'est good. Mais est-ce que ça va être good, good, good suffisamment longtemps? Ah non, non. Parce que si Bitcoin décide de fucking tomber, ben, on va redescendre, hein. Et je pense fortement que, yo, on a une belle zone ici à aller retester pour HBR. Excusez-moi. Pour HBR. Et cette zone, je pense que c'est celle-là. Yeah, pour HBR. So, je pense que HBR se dirige vers les 4 sous. 4 sous 6 avant de partir. Si Bitcoin décide de tomber vers les 58 000, alors HBR va le faire. Si Bitcoin ne décide pas de tomber vers les 58 000, alors HBR va monter en premier, aller chercher le 200 moving average, qui est vers les 9 sous, 10 sous, peut-être résistance, tomber, higher low, et là partir. Et là, on aura comme un genre, tu vois, tac, tac, et là on part. Donc, si Bitcoin décide de continuer à monter, mais si Bitcoin décide de chuter, je pense que, yeah, pour moi, c'est inévitable aller chercher le 4 sous, ce qui coïncide avec tout ce support. Et voilà quoi. Ça, c'est HBR.
Sinon, quoi d'autre encore? Bon, il y a plein de choses à dire. C'est pas un stream d'analyse technique. Je vous ai fait les analyses techniques dimanche. On fera un autre stream pour que les analyses techniques et on verra plein d'autres actifs. Parce que là, j'ai plein de choses à dire et là, je suis déjà... Damn. J'ai déjà trop parlé là. Oh my God. Donc, heureusement, il y a plein de vidéos à regarder ce soir. Donc, je pourrai me reposer à chaque fois quand je vais parler. LOL. Donc, salut, ça va tout le monde? 26 personnes. Ça va? Tranquille? Vous êtes avec moi toujours? Yes? Right. Euh, ok, donc, ce soir, on va parler de XDC. On va parler de, comme je vous ai dit tout à l'heure, IoTeX et BAX. Les gars, XDC, je pense que vous savez très bien c'est quoi XDC. Le financement du commerce, la numérisation des documents, du financement du commerce. Donc, c'est la tokenisation. Donc, c'est le RWA, la tokenisation des actifs du monde réel. Vous savez que quand on parle de MELETR, on parle de XDC. Vous savez que le projet de loi MELETR, il est adopté maintenant presque par le monde entier et sera peut-être même adopté par le monde entier encore plus, mais c'est déjà le cas. Le monde de l'économie, des chaînes, pas des chaînes d'approvisionnement, des ports maritimes, des conteneurs, la manière comment on va faire le commerce va changer grâce à XDC. C'est un DLT, c'est une blockchain, c'est une plateforme, c'est un réseau qui permet la tokenisation, qui permet la création de stablecoins qui se feront utiliser dans le financement du commerce par différentes compagnies qui opèrent dans le financement du commerce comme TradeTech, comme Fathom. Yeah. Donc, je pense qu'on a vu plein de choses sur XDC pendant toutes ces années-là. Donc, je pense que vous connaissez la base de XDC. Sinon, il y a TradeFinex. TradeFinex, c'est une extension de XDC, c'est un protocole de XDC qui a rapport avec le financement. Donc, si quelqu'un cherche du financement, c'est de là où on va le chercher sur TradeFinex. Tu as des pools de liquidité qui vont chercher la liquidité pour plein de types de financement, de la liquidité pour les actifs tokenisés dans les connaissements électroniques, etc., etc. Donc, c'est un monde qui est fait pour la finance, qui est fait pour le commerce international, qui est fait pour le financement du commerce, pur et simple. OK? Donc, je vous ai préparé ici, il y a un tweet, un Twitter, bah, un tweet, ça vient de ce gars-là. Je l'ai vu passer et tout ce qu'il va vous dire, je l'ai dit. Depuis 2021, je le dis, je le répète. Depuis 2021, tout ce qu'il dit, je l'ai dit et je l'ai répété 20 millions de fois. Mais c'est un bon rappel. Je juge que c'est bien de vous faire ce genre de rappel pour vous calmer sur XDC et vous pousser à continuer à investir sur XDC. Donc, ici, on parle de André Casterman, l'homme principal qui est derrière XDC, un consultant fintech conseillant les clients sur les paiements. Et en plus, c'est un Belge, il parle français. Et je lui ai envoyé un email, je lui ai même écrit sur Twitter si on pourrait faire un stream, il ne m'a jamais répondu. Donc, le financement du commerce et les marchés des capitaux. André a passé plus de 20 ans chez Swift, dirigeant diverses innovations technologiques dans les paiements interbancaires. Donc, André Casterman, ce n'est pas n'importe qui, c'est un gros gars qui est un conseiller de XDC. Il leur donne les conseils, il leur dit quoi faire, etc., etc. Et en plus de ça, c'est un gros promoteur du réseau XDC. Grâce à ses vastes relations, il a amené XDC à faire partie d'organisations et d'initiatives entourées de milliards et de milliards de dollars. Il travaille et établit constamment des connexions partout dans le monde pour le réseau. Parmi ces organisations-là, c'est le ITFA. Donc ça, c'est quelque chose de gros. L'International Trade and Fortifying Association est l'association commerciale mondiale des entreprises et des institutions financières et des intermédiaires engagés dans le commerce et dans l'origination, la structuration, l'atténuation des risques et la distribution de la dette commerciale. Donc, tu vois, c'est pas n'importe qui, c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi, c'est une entité qui est énorme. On a vu ça, on a déjà vu ça, tu vois. Donc, Zenfin est devenu le 28e membre du comité ITFA FinTech et collabore avec les institutions financières historiques, les prêteurs alternatifs et leurs partenaires technologiques en les aidant à bénéficier de la tokenisation des instruments commerciaux. Parmi les instruments commerciaux, c'est les connaissements électroniques, les lettres de crédit, les factures et plein d'autres choses.
Donc, certains membres comprennent. Donc, les membres de la ITFA, c'est qui? R3, Goldman Sachs, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, Bank of Africa, Deutsche Bank, HSBC Group, JP Morgan Chase, Lloyd Banks, Mizu Bank, National Bank of Egypt, National Bank of Kuwait, SMBC Bank, Standard Chartered Bank. N'oubliez pas que R3 est déjà connecté à Deutsche Bank, HSBC Group, JP Morgan, Lloyd Banks et plein d'autres banques et plein d'autres acteurs et entités du financement du commerce. Et R3 possède Corda. Corda, c'est sa blockchain. Et Corda est connecté au XDC Network. Ils utilisent XDC comme liquidité entre le réseau XDC et le réseau Corda. OK? Donc, tous ces trucs-là, ces entités sont connectées au ITFA et ils sont aussi connectés à R3 Corda qui est connecté au XDC Network. Donc, banks worth trillions. Donc, les banques qui valent des milliards. Non. Qu'est-ce que je dis, putain? Wow. Ça s'est mélangé, là. OK. On continue. Donc, sinon, on a le ITFA et là, maintenant, on a le TFDI. Encore une fois, tout ça a été vu. Hey, Adelboy, je veux que tout le monde applaudisse Adelboy pour son opération. Une opération qui s'est bien passée. Vraiment, magnifique opération. Il est là avec le sourire. Bravo à toi, mon frérot. Congratulations. Félicitations. Et alhamdoulilah que ça se passe bien pour toi. Good. Yes, my man. Putain, pourquoi je suis devenu flouté là? Pourquoi ils m'ont flouté, putain? Eh oh. Ah, cette caméra, je dois acheter une nouvelle, hein. Ah, elle est pourrie, hein. Ah, elle est pourrie. Ah, elle est pourrie. Elle est pourrie. Elle est pourrie. Elle est pourrie. Elle est pourrie, elle est pourrie, elle est pourrie. Elle est pourrie. Je pense qu'il faut plus de lumière. Ah non, elle est revenue. Oup. Et voilà. OK. Mais ça fait plaisir à Delboy. Félicitations encore une fois. Donc, on a le ITFA et on a le TFD. Donc, XDC a été la première société blockchain à rejoindre le TFDI dirigée par André Casterman. L'initiative TFD a été créée par le ITFA pour renforcer l'automatisation et la transparence de la répartition des actifs commerciaux et des risques. Donc XDC, là, il fait partie des grandes organisations qui regroupent d'énormes entités financières. Pour faire du commerce une classe d'investissement, l'initiative TFD s'efforce de définir de nouvelles pratiques de marché basées sur la technologie et des spécifications de données de transactions dans le but d'accroître l'accessibilité et la transparence des flux commerciaux. Parce que comme dans le monde des paiements, il y a de la friction dans le financement du commerce. Comme dans le monde du paiement, il y a du retard dans le financement du commerce. Comme dans le monde du paiement, il y a, il y a de la fraude, il y a de la perte, il y a plein de choses, tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, quand on parle d'économie mondiale, on parle du financement du commerce. Et quand on parle d'économie mondiale, on parle de paiement. Ça, c'est deux choses qui sont le cœur et le cerveau de n'importe quelle économie et surtout une économie mondiale. Pour que tout le monde puisse faire du business et du commerce partout dans le monde, il faut que tout le monde soit assis sur les mêmes protocoles. Et XDC ramène les mêmes protocoles pour tout le monde pour le financement du commerce. Tu comprends? Donc, les membres comprennent de grandes institutions financières mondiales. Donc déjà, on a connu les membres qui regroupent le ITFA. On parle de Goldman Sachs, on parle de d'autres banques. Là, maintenant, on parle de TFD. Et regardez les institutions financières qui sont autour. ABN AMRO, Standard Asset Management, ING Bank, SMBC, ANZ, Commonwealth, Bank of Australia, Texel Group, NL Investment Partners et bien d'autres. Donc, membre, euh, ouais, c'est ça. Donc, l'initiative DNI. Donc là, on a ITFA DNI. Donc là, d'abord, on a le ITFA seul, on a le TFDI, et là, on a le ITFA DNI. Donc, toutes ces organisations-là sont des organisations qui sont extrêmement puissantes. C'est pas n'importe quoi. Et vous avez vu le nombre d'institutions financières auxquelles elles sont connectées. Et là, on peut voir ici que
l'initiative DNI, l'objectif de l'initiative DNI est de numériser entièrement les lettres de change. Et voilà, ne cherche pas plus loin. XDC a la technologie pour ça. Les membres comprennent UK Export Finance, HMRC, Nokia, Emirates NBD, Lloyd Banks, SMBC, Mitigram, CargoX, Automaxis, Norex International, Coriolis Technologies. Vous avez vu? Le réseau XDC a rejoint l'initiative DNI en novembre 2021 et fournit la structure de blockchain nécessaire et interopérabilité pour les services financiers, institutions pour communiquer à travers diverses plateformes et écosystèmes. Donc, Inigio, et comme vous le savez, Inigio a été bâti et construite sur XDC, comme TradeTech. Okay? Donc, Inigio est une solution de création et de gestion de documents originaux numériques. Donc, c'est une solution de création. Donc, à travers Inigio, les entreprises et les institutions financières peuvent numériser leurs documents. OK? À travers Inigio. Et Inigio utilise la technologie XDC avec toutes les propriétés utiles du papier, mais sous forme numérique. Cela signifie que vous pouvez maintenir un processus entièrement numérique. Donc, si tu as un processus entièrement numérique, ça veut dire que tu peux régler rapidement les documents originaux, tu peux les envoyer rapidement à gauche, à droite, tu peux même les utiliser comme garantie parce qu'ils vont être des actifs tokenisés dans la DeFi, dans la finance décentralisée. Tu peux les régler, tu peux les… Ça change tout, tu vois. Au lieu qu'ils restent dans un dossier, là, tu vois. Donc, euh, tous utilisant XDC, documents originaux avec toute la sécurité, l'efficacité et la commodité des documents numériques. Et là, on a le bridge avec Corda. Voilà. Le seul pont vers R3 Corda est construit sur le réseau XDC. Et c'est ça l'erreur que les gens font. Quand ils voient que R3 Corda parle de XDC, ils disent que non, R3 Corda n'est pas connecté au XRP Ledger. Tu peux utiliser le XRP Ledger sans parler du XRP Ledger. Ces genres de compagnies-là ne sont pas obligés de dire qu'on utilise le XRP Ledger. Et je vous ai déjà montré un bouquin il y a longtemps que vous pouvez acheter sur Amazon venant de certains économistes que je respecte. Parmi eux, il y a une femme qui est une Indienne. Elle a dit, elle a montré clairement qu'il y a une Golden Alliance, une alliance énorme entre R3 et Ripple. Et encore une fois, Corda règle avec XRP. Tu peux régler n'importe quel actif avec XRP à travers Corda Settler. Même SBI, elle a parlé de ça. Donc, ce n'est aucunement comparable. Maintenant, n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle institution financière peut régler n'importe quel actif tokenisé qui a été tokenisé sur le réseau XDC partout dans le monde, sur n'importe quel réseau grâce à XRP. XRP sera le bridge currency entre différents réseaux. Mais sur le réseau XDC, Corda et les institutions financières à l'intérieur de Corda peuvent utiliser les solutions de tokenisation comme NGO construites sur XDC. Ils peuvent numériser leurs trucs. Tous ces documents numériques qu'ils vont numériser, qu'ils vont tokeniser, ont besoin de liquidité. XDC va servir pour ça. Le token XDC va servir pour ça, pour régler entre le réseau XDC et Corda, la blockchain. Et pour régler en dehors de la blockchain Corda et partout dans le monde, on peut régler et on peut utiliser le bridge currency XRP pour régler n'importe quel actif dans différents réseaux. Comprenez? C'est complémentaire. La plateforme Corda pour les banques et les fintechs tournées vers l'avenir, Impel via OneChain rend tout jeton XRC20 conforme à la norme ISO 222. Et oui, vous pouvez même envelopper BTC et l'envoyer vers un message ISO 222 sur le réseau XDC, une étape majeure. Donc, donc, on a ici Impel. Impel apporte le Federated US Plus stablecoin de Fluent sur réseau XDC. Donc, ça aussi, on a un autre stablecoin sur XDC qui est très bon. On en a trois en fait. On a FXD, on a Trada et on a lui là. Impel ajoute Bitcoin à la messagerie financière ISO 222 sur le réseau XDC. Ben, ils n'ont pas le choix. Bitcoin sera ajouté par d'autres réseaux qui sont compatibles à ISO 222 parce que Bitcoin lui-même, il ne peut pas être ISO 222. Donc, il doit être enveloppé dans différents réseaux pour qu'on puisse l'utiliser. Impel et Globiance annoncent un partenariat stratégique. Impel a lancé une alternative de nouvelle génération à Swift et SEPA sur le réseau XDC.
Donc, SBI Holding, hein, qui a décidé de créer sa propre filiale qui s'appelle SBI XDC Network APAC. Si XDC, c'était le compétiteur de XRP, tu penses vraiment que SBI va créer une filiale Ripple et une filiale XDC Network? Non. SBI Holding a finalisé la création de SBI XDC Trade APAC, une co-entreprise au Japon avec Trade Finex. Trade Finex, c'est le truc le plus fou. Le promoteur du réseau XDC, une blockchain axée sur les entreprises dans le but d'améliorer l'efficacité du financement du commerce. Euh, donc ici, SBI Holding. Donc, SBI Holding est un conglomérat financier basé sur Internet, issu de SoftBank. Elle compte environ 24 millions de clients, 240 filiales et plus de 5000 employés basés à Tokyo, au Japon. À l'avenir, le groupe SBI ne se concentrera pas uniquement sur les services liés aux jetons XDC, mais s'efforcera également d'élargir les cas d'utilisation de la technologie blockchain du réseau XDC dans les activités économiques mondiales, en particulier dans les domaines de financement du commerce et des paiements transfrontaliers. Les MEXC, et les MEXC, c'est la chose la plus folle. C'est ce que vous devez garder en tête parce que le monde il est en train d'adopter le projet de loi MEXC. La loi type sur les documents transférables électroniques. Voilà, ça c'est la loi sur les documents transférables électroniques. Ouais, Impel et Globiance, ouais, pas cher. Si tu veux Globiance, ouais, c'est pas cher. Si tu veux, c'est un très bon investissement. Je vais pas dire que c'est un très bon investissement parce que moi, ça ne m'intéresse pas, mais oui, ouais, si ça t'enlève 3 0, t'es bon, hein. La loi type sur les documents transférables électroniques MEXC vise à permettre l'utilisation légale des documents transférables électroniques tant au niveau national qu'au-delà des frontières. Donc là, on parle de documents transférables électroniques. Ça veut dire la tokenisation des actifs du monde réel. Il n'y a pas que XDC qui va tokeniser les documents ou les actifs du monde réel, mais XDC va s'occuper des documents qui ont rapport avec le financement du commerce. Donc, il va tokeniser les documents transférables électroniques qui ont rapport avec le financement du commerce. Et sûrement d'autres choses, mais spécialement le financement du commerce. Tu comprends? Ce n'est pas n'importe quel document là. Les monétaires s'appliquent aux documents transférables électroniques qui sont fonctionnellement équivalents aux documents transférables. Pourquoi est-ce important? Il traite du cas d'utilisation exact de XDC. Après des années de lutte pour la légalité, le MEXC est adopté au Royaume-Uni. La plupart des pays du G7 sont alignés sur le MEXC et la moitié du G12 tente de s'y frayer un chemin. Oui, XDC a de la clarté juridique. Ben oui, parce que je vois, il n'y a aucun problème avec la SEC, il n'y a aucun problème, mais le fait qu'il est dans des organisations incroyablement folles, donc je pense qu'il a la clarté, hein. Ici, on parle de IMDA, donc une autre organisation, un conseil statuaire du gouvernement de Singapour, développe et réglemente les secteurs de l'information et des médias pour créer un écosystème dynamique, holistique et passionnant, rempli d'opportunités de croissance grâce au talent, à la recherche et à l'innovation. Donc, le IMDA est une agence gouvernementale singapourienne. Grâce à ce partenariat et à Trade Trust, cela permet une interopérabilité fiable des documents commerciaux électroniques sur diverses plateformes numériques. Voilà, maintenant, vous devez réaliser tout ça. Le nombre de documents qui seront numérisés et le nombre de documents qui seront transférables partout dans le monde entre différentes entités, différentes banques, différentes institutions financières, ça va juste être la folie. Vous savez combien de valeur va être créée grâce à cette tokenisation des documents commerciaux électroniques? Vous n'avez aucune idée, les gars. Dans le cadre de ce nouvel effort de collaboration, Trade Trust et IMDA peuvent vérifier et transférer des documents, ce qui peut apporter plus de visibilité aux échanges, une preuve d'authenticité et d'origine des documents, permettant un flux de marchandises plus fluide et plus efficace entre des partenaires interconnectés numériquement. TradeTech, la plateforme de TradeTech permet, voilà, TradeTech, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, ils ont créé leur propre token TRADA sur le réseau XDC. Donc, ils ont aussi créé le UST token qui représente les bons du trésor sur le réseau XDC. La tokenisation d'actifs du monde réel tels que les obligations d'État pourraient atteindre 5 000 milliards de dollars. On peut aussi tokeniser des obligations d'État sur le réseau XDC. Tu vois, il y a plein de choses. TradeTech envoie le tout premier NFT de financement du commerce sur le réseau XDC. Trade Finex, ça c'est le truc, est une plateforme de financement du commerce peer-to-peer de pointe conçue pour faciliter la création d'instruments commerciaux précieux entre acheteurs et vendeurs sur le marché du financement du commerce. Donc, grâce à ce protocole, à cette plateforme Trade Finex, on peut acheter et vendre, échanger différents documents commerciaux
Et TradeFinex met en place des pôles de liquidité et tu peux devenir un fournisseur de liquidité qui va fournir de la liquidité pour permettre ces échanges de différents documents entre différents acteurs qui touchent le financement du commerce. C'est juste incroyable, man. Sinon, ce fucking truc-là ne finit pas, hein. Bon, je pense qu'on a dit plein de choses quand même. Et c'est que le premier fucking article. Oh putain de merde. Ils avaient calculé le nombre de pages sur un objet acheté en Chine et envoyé en Europe entre les factures, les bons de réception, etc. Plus de 200 pages. Ben ouais, c'est beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, mon frérot. Donc, ici, ça parle de XDC Ritesh Kakat. Donc, c'est le cofondateur de XDC qui fait une mise à jour lui aussi. Actif du monde réel tokenisé. Félicitations, Comtech Gold, pour devenir le troisième plus grand, la plus grande entité qui tokenise le gold et révolutionner la gestion d'actifs avec de l'or tokenisé sur le réseau XDC. Donc, on peut tokeniser de l'or sur le réseau XDC. Comme le XRP Ledger aussi, on peut tokeniser de l'or. Une nouvelle ère d'or physique sécurisé et transparent est arrivée. Nouveau pool de rendement RWA. Plonger dans l'avenir de la finance avec le pool de rendement RWA de Fatom. Ça, c'est la deuxième compagnie qui a été créée sur le réseau XDC, comme TradeTech et comme NGO. DeFi rencontre TradeFi. Mise à jour ex-DPoS 2.0 à venir. Préparez-vous pour la mise à jour ex-DPoS 2.0. Donc, ça veut dire que le réseau XDC Network va être meilleur. Donc, plus de fonctionnalités, plus de ci, plus de ça. En améliorant l'échelle, la sécurité et en optimisant les frais de gaz, cette mise à niveau devrait transformer notre expérience blockchain. XDC Subnet et Corda Bridge combler le fossé entre la blockchain et la finance traditionnelle. Corda Bridge, c'est elle qui est connectée à la finance traditionnelle et XDC Subnet, c'est la blockchain. Donc, on va connecter toutes les entités, les institutions financières dans la finance traditionnelle avec des nouveaux outils dans la blockchain. Le sous-réseau XDC Network et le pont Corda devraient apporter une adoption plus institutionnelle. Embrasser l'avenir de la finance. Yes, 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 yes. Ici, on parle de... Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il traduit pas? Allez, là. Vas-y, là. Casse pas le momentum, là. Donc ici, Launchpool annonce un partenariat stratégique avec XDC Network qui est dirigé par des professionnels, par des femmes professionnelles dans le Web3. Donc Launchpool, il fait quoi Launchpool? Launchpool, donc le Launchpool, il choisit les équipes qui construisent sur le réseau XDC Network. Ah voilà, enfin. Launchpool est ravi d'annoncer un partenariat stratégique avec le réseau XDC visant à permettre à certaines équipes s'appuyant sur le réseau XDC de lever des capitaux via l'écosystème. Donc, on aide les développeurs et ceux qui construisent sur le réseau XDC à trouver du capital pour élargir leur opération. That's good. Belle collaboration, ça. Comment dire? Un autre article, et là, on parle de Secret Network. Euh, la couche informatique confidentielle de Secret Network est désormais intégrée à XDC Network. La couche informatique confidentielle de Secret est désormais intégrée au réseau XDC, débloquant de nouvelles fonctionnalités pour les dApps XDC. Donc là, si je comprends bien, c'est une couche confidentielle pour améliorer la confidentialité pour les dApps sur le réseau XDC. OK. On avance. Ici, on parle de SwiftCourt qui est entré en Sri Lanka, qui a intégré le marché du Sri Lanka. SwiftCourt entre sur le marché du Sri Lanka avec un service de paiement escrow compatible blockchain pris en charge par XVC Tech
et XDC Network. Ah ouais. Donc, l'année dernière, SwiftCourt a annoncé une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès de XVC Tech, une société d'investissement soutenue par les fondateurs du réseau XDC. OK, donc XDC, si tu veux, ils investissent. Ah ouais. Donc, ensemble, SwiftCourt et XVC Tech sont sur le point d'accélérer l'expansion mondiale de SwiftCourt en intégrant les technologies blockchain dans le cadre de transactions C2C déjà robustes de SwiftCourt. Cette intégration améliorera les contrats numériques de SwiftCourt et sécurisera les paiements bloqués grâce à l'évolutivité, la sécurité et la transparence fournies par le réseau XDC. Avec l'ajout des capacités du réseau XDC, SwiftCourt déploiera des contrats intelligents pour régir les processus de dépôt et créera des NFT et des jetons utilitaires pour gérer l'échange de marchandises. Ah ouais. Et là, on parle de SwiftCourt qui entre au Sri Lanka. Donc, XDC au Sri Lanka. Nice. Donc, ça, pas besoin de le lire, ça fait aucun sens. Là, encore un autre truc qui est magnifique par rapport à XDC. Une autre belle nouvelle. Là, ça parle de une, je sais pas comment traduire ça, la vérité. Réussite de la transaction électronique de billets à ordre. Voilà, les billets à ordre par XDC Trade Network. Je sais pas c'est quoi les billets à ordre, la vérité. Si quelqu'un peut m'éclaircir sur ça. Billets à ordre. OK. Donc, nous sommes ravis d'annoncer que la plateforme XDC Trade Network a réalisé avec succès une transaction de financement avec expédition contre un billet à ordre électronique. Le billet à ordre électronique EPN a été émis à l'aide de la plateforme Credor qui exploite l'utilitaire Trade Trust. Ah ouais, qui est connecté au réseau XDC et est conforme aux exigences MLETR pour la publication des normes de données EPN. ICC, ICC aussi, c'est une grande organisation connecté au réseau XDC. DSI est le cadre de DLPC Business, Best Practice de BAFT. BAFT, ça c'est l'Allemagne, ça, ont été utilisés. Cette étape unique marque le début d'une avancée significative dans l'exploitation de la technologie, du cadre de l'identifiant d'entité juridique du glyphe pour améliorer les transactions numériques dans le commerce transfrontalier et les financiers. C'est une reconnaissance de dette en gros. OK. Donc, tu vois, là, on parle d'un montant de 42 500 $. 42 500 $. La blockchain, c'est le réseau XDC qui a été utilisé ici. Euh, la plateforme de documentation, c'est Credor. Mais Credor, c'est Trade Trust qui utilise le réseau XDC. Tu vois, tout est XDC ici. Tout. Même Trade Finex a été utilisé ici dans cette transaction de transaction électronique de billets à ordre. Waouh! Et entre des grosses organisations, le ICC, tu sais c'est quoi le ICC? C'est big. Ça, c'est des choses qu'on avait vues en 2021, vous vous rappelez? On avance. Ici, c'est sorti le 3 juillet. Je ne sais pas si on avait parlé de ça, les gars. Mais ouais, libérer l'innovation en entreprise. L'importance stratégique de l'annonce récente du réseau XDC. C'est quoi l'annonce? L'annonce. Hum, Attends, on va juste voir s'il y a. Attends. Engagement. Ah, voilà. Non, ouais, on va lire ça, c'est mieux. Ouais. Nous sommes profondément reconnaissants à la communauté des crypto-monnaies d'avoir fourni l'élan initial nécessaire pour se lancer dans un projet de cette ampleur. Cet effort n'aurait pas été possible sans la confiance et le soutien inébranlable de la communauté. Cependant, il est devenu clair qu'il existe des comparaisons continues entre le prix des pièces même et celui des crypto-monnaies plus établies comme XDC, XRP, XLM. Spécifiquement pour XDC, il semble y avoir un sentiment au sein de la communauté suggérant qu'ils ont étendu tout le support possible. Et il est désormais crucial pour XDC d'attirer de véritables utilisateurs institutionnels qui peuvent utiliser le réseau à grande échelle dans des environnements de production. La progression de XDC doit maintenant passer à une nouvelle phase caractérisée par un soutien institutionnel solide qui tirera parti de la technologie sophistiquée développée sur le réseau XDC. Cette transition est essentielle pour la croissance et la maturation soutenue de l'écosystème XDC. Ouais, il doit s'ouvrir aux institutions financières. Et il le fait déjà grâce à R3 Corda.
Il le fait déjà. Regarde, on vient de voir la transaction électronique grâce aux organisations auxquelles il est connecté. Le ICC, le ITFA, le TFD, le ITFA DNI, SBI Holdings, tout ça, tous ces agences-là sont connectées à des clients comme Goldman Sachs, Lloyd Banks, Abu Dhabi, blablabla, 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 blablabla. Tu vois? Donc, hier, ils sont déjà ouverts aux institutions. Donc, il faut juste plus de choses. XDC, il a un futur énorme. En résumé, cette annonce stratégique du XDC Trade Network devrait catalyser des avancées significatives dans l'adoption et l'innovation de la blockchain dans les entreprises, avec des barrières économiques réduites, un soutien technique amélioré, des cadres de gouvernance stratégiques et une liquidité améliorée. Le réseau XDC est bien placé pour mener des changements transformateurs, rendant la technologie blockchain accessible, viable et bénéfique pour une utilisation institutionnelle globale. À mesure que nous progressons, l'intégration d'actifs du monde réel vers la blockchain via le réseau XDC deviendra probablement une pratique de référence, annonçant une nouvelle ère de finance et de commerce numérique. XDC est la colonne vertébrale de ce nouveau monde. Simple, surtout dans le commerce numérique, la finance numérique et le commerce numérique. Donc, c'est bien de savoir ça. Ça, on l'avait vu la dernière fois, on parle d'Europe. Hein. Même Europe, on parle de documents numériques, tu vois. L'Europe, l'Angleterre, le monde entier. Le monde entier va intégrer le projet de loi MEXC. Et quand tu parles de MEXC, c'est XDC. Simple. Et regarde, Trade Trust. Trade Trust, c'est XDC. Trade Tech, c'est XDC. NGO, c'est XDC. Quoi d'autre encore? Fatom, c'est XDC. Donc, toutes ces compagnies-là utilisent XDC et eux, à leur tour, euh, sont connectés à d'autres banques, d'autres clients, etc. Donc, ça va être incroyable, les gars. C'est juste. Ouf! Donc, ça, pas besoin. On a regardé. Tu vois, XDC Network et la loi MEXC. Tu vois, la loi MEXC, c'est la loi qui va propulser XDC. Parce que tout le monde doit intégrer cette loi. Tout le monde. Le réseau XDC est à la tête de cette transformation. Une infrastructure blockchain robuste, travaillant en tandem avec le MEXC pour révolutionner le commerce international en réduisant considérablement la dépendance à l'égard de la documentation papier. Voilà, la documentation papier. Parce que ça aussi, ça touche le réchauffement climatique. Vous utilisez le papier, nanana, nanana. Tu vois, tout ce bordel. Donc, tout va aller dans le numérique. Tout. Pendant des décennies, le commerce international a été pris au piège dans un réseau complexe de processus papier. Les documents tels que les connaissements, les factures, les lettres de crédit et les certificats d'origine constituent l'épine dorsale du commerce mondial. Donc, en sachant que le réseau XDC va changer, va transformer tout ça, XDC est littéralement l'épine dorsale du commerce mondial. Cependant, le recours à la documentation physique pose des défis à multiples facettes. Depuis les volumes considérables de papier entraînant des inefficacités, des fraudes, les doubles factures, des retards, des erreurs, Harakiri, ciao ciao mon gars, et des erreurs jusqu'aux coûts administratifs élevés et aux préoccupations environnementales telles que la déforestation et l'empreinte carbone. Tu vois? Le réseau XIC apparaît comme une force centrale dans le domaine du financement du commerce avec des fonctionnalités de base telles que les contrats intelligents, un débit élevé, l'évolutivité et l'interopérabilité. Il constitue une base solide pour des transactions numériques sécurisées et efficaces. Les MLTR facilitent les enregistrements numériques légalement reconnus. Les MLTR, comme je te dis, je te le répète, c'est un projet de loi global universel. La loi type sur les documents transférables électroniques établie par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international complète les avancées technologiques du réseau XDC. MEXC fournit un cadre juridique qui reconnaît la validité et le caractère exécutoire des documents transférables électroniques, favorisant ainsi la confiance et la normalisation dans le commerce transfrontalier. XDC est derrière ça, les gars. OK? On avance et là, ça parle de Bahreïn. Bahreïn Steel, donc l'acier de Bahreïn, je ne sais pas, Bahreïn Steel et HSBC, Bahreïn, ont mis des nouveaux standards pour des trades digitales.
Bill of lading. Donc, bill of lading, c'est le e-bill, c'est ça, bill of lading. Ça aussi, c'est un document qui va être numérisé, qui sert qui sert au financement du commerce. Donc, voilà, connaissement électronique, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, connaissement électronique, voilà. L'utilisation innovante d'un connaissement électronique par HSBC Bahreïn propulse les opérations de Bahreïn Steel dans l'ère numérique. Et si tu fais une recherche ici, XDC, hein, qu'est-ce qui se passe là? XDC a été mentionné ici, là. HSBC, n'oublie pas que HSBC, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, on l'a vu, HSBC, HSBC Group, hein, qui sont dans le ITFA. Donc, à travers ITFA, ils utilisent le réseau XDC. Normal. Attends, les MLTR, tu vois. Donc, tout ce qui parle de ça, c'est XDC, les gars. Attends, j'avais vu XDC tout à l'heure, là. Oh, 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 oh. Mes yeux m'ont joué un tour. Ouais, j'ai vu XDC. Euh. Et même si XDC n'est pas mentionné ici, c'est XDC, les gars. Cargo Docs qui utilise XDC. Cargo Docs. Mais je pense que j'avais vu XDC. Voilà. Bizarre. Ok, bizarre. Laisse faire. Ok, là, on va regarder la vidéo de André Casterman. Elle est sortie il y a 8 jours. Ok, donc c'est vraiment fraîche. Très frais comme vidéo. On regarde. Bon visionnement, tout le monde. Moi, je suis fatigué plus que vous, hein. Mais je vais regarder la vidéo comme vous, les gars. Parce qu'il va dire des choses. Bon visionnement, les boys. Yo, vous n'avez pas le son, les gars? Yo, allô? Est-ce que c'est bon, la vidéo? Bah ouais, les gars, vous avez rien dit depuis tout à l'heure. Je comprends pas, là. Oh, personne n'a parlé. Dites-moi maintenant si le son est bon. Est-ce que c'est bon? Yo, non, ça, non. What the fuck? Je comprends pas, là. Hein? C'est pas normal.
Maintenant, vous l'entendez? What the fuck? Ben là, c'est pas normal, les gars. Ah, peut-être que j'ai pas mis par... Ah, ouais, 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 ouais. Vous entendez Practices, because maintenant? I'm also coming from the banking side, adapting our Voilà, c'est banking ça. practices to the capital Putain, ma market bad. practices. And this is where securitization comes into the picture. Je le remets dès le départ pour que vous soyez dès le début, pour que ça rentre bien là ou je le laisse? Hein? Je le remets? C'est quand on va le remettre? Voilà. This is the Trade Finance Distribution Initiative podcast, home to the growing business community of trade finance stakeholders and institutions, making this asset class investable. And this is a bonus episode because in this podcast we're speaking to the TFDI's very own CEO, Andre Casterman. The reason? We've just announced the dates and location for the 2024 Trade Finance Investor Day, but we want to get more details right from the top. Hi, Andre. Hi, Andy. Great to be here with you. First of all, then, can you tell us where is it and when is it? So this year's Investor Day will take place at the Four Seasons in London on Park Lane, and will be taking place on the Monday 11th of November for dinner, a networking dinner, and with a full day of conference sessions on the Tuesday 12th of November. Excellent. And that's the formula that worked so well last year. But what's the theme of this year's event? What's the mission of the Investor Day? We want to address SME financing and the trade finance gap. And there are different ways to tackle this. But through the Investor Day, we definitely want to show the new entrants that are approaching that challenge, the industry challenge, in new ways. So we're focusing on alternative lenders, institutional investors working together, and working together means often working on the basis of securitization. So this is really the focus, which is why the Investor Day is unique in its content, because we are talking about a new way of addressing the distribution of trade finance through securitization. And we're going to showcase how new entrants are innovating through digital origination and automated distribution on the basis of securitization. It fits our mission at the TFD initiative level to bridge trade finance and capital markets. And you don't bridge those two completely different markets in the same way as distribution has worked so far in the bank-to-bank space or in the bank and credit insurance space. Attracting capital markets requires to adapt our banking practices, because I'm also coming from the banking side, adapting our banking practices to the capital market practices. And this is where securitization comes into the picture. So we're working with a number of, indeed, alternative lenders, but also sometimes with banks, of course, asset managers, institutional investors. We're going to get them on stage to share their testimonials about, indeed, the recent transactions they have been working on. So these are testimonials from TFDI members. And next to that, we're also going to take a strategic product perspective on recent and upcoming developments to continue growing the securitization capabilities and demonstrate how democratizing securitization has become achievable thanks to cloud technologies, APIs, data exchange, and standardization of the whole end-to-end process, basically. So I do promise something completely different from anything we see in the established traditional trade events, where I talk often about TFDI and securitization. And this is because indeed we want to bring the most recent implementations on stage and demo and present the new product capabilities that are available for new entrants
institutional investors, but also for banks to take advantage of. So this November we'll see the second iteration of the Trade Finance Investor Day. So we did it for the first time. Our inaugural event was last October. It was a resounding success. Yes, last October was indeed a resounding success, and we were quite impressed with the energy we felt, not only on stage but also in the room. And I think this is because indeed we wanted from the start to position the Trade Finance Investor Day as different. So we really brought on stage and in the audience all those new entrants indeed, and whether they are on the origination side as originators themselves or as tech providers for originators, or whether they are on the distribution side, on the funding side, acting as investors or as tech providers for investors, or law firms advising investors and funders. We brought those people together, and they in many cases they never met before in person, but they're working on the same mission to basically make sure that capital markets and institutional liquidity can be extended much more easily to trade financing transactions, basically. Now, I know you're busy working on this and fine-tuning the agenda, but who's going to be speaking? What kind of companies? What have you got in store for us? So indeed, we're going to look again, as I did last year, at the end-to-end transaction, because we need to take stock of major developments across B2B practices, business to originator innovations, legal changes, such as digital negotiable instruments, and then the whole distribution based on securitization and tokenization. So we're going to indeed get on stage alternative lenders and institutional investors sharing their joint testimonials, but also we're going to get new types of players such as B2B platforms. B2B platforms where basically funding of trade flows is increasingly embedded because B2B platforms is where trade flows originate and are initiated. Not trade finance necessarily, but trade flows for sure. So we have a great set of partners, sponsors for the event, and we have carefully handpicked those for their expertise or for their progress on indeed embedding institutional liquidity in their B2B or corporate to bank services and origination services. So a number of different stakeholders that are all contributing in one way or another to the digitization and the increased exchange and transfer of liquidity between the capital markets world and the SME world. Brilliant, Andre. And finally, tickets are now on sale. Early bird special prices are available on the TFDI's website. Why is it unmissable? Why do people need to get their hands on those tickets right now, Andre? I think personally the tickets and our early bird definitely is hugely attractive. And we wanted it to be hugely attractive. I mean, the fact that we're moving back to London makes it indeed more accessible as an event, but also the ticket price and what we offer in terms of networking opportunity through the Monday evening dinner and the full day on the 12th is, as our audience can check on the website, extremely affordable, and we definitely want it that way. Because it's a huge and a unique discovery opportunity of what's happening, and that is not traditional, completely different from many other events I attend, where incumbents are often talking about indeed bank to bank, which is a great space, and bank to insurance, another great space, but this is very established, very mature. What we're doing through the Investor Day is very different, thanks to the focus on indeed SMEs and securitization. So I think it's a great learning opportunity for our audience, and definitely that's how we are currently shaping the agenda.
we're going to announce speakers one after the other, starting with the keynote speakers. And those will include indeed some of our partners for the day. Andre Casterman, the CEO of the TFDI, thank you for your time, and I'll see you at the Four Seasons in November. Yes, definitely. Thank you for listening today. Please subscribe to stay in the loop for all of our videos and podcasts. Follow us on LinkedIn and Twitter, and that's the best place to keep in touch with everything you do. And as Andre just said, those are the places where we'll be announcing more details about the Investor Day. Early bird tickets are now available on our website, tradefinancedistribution.com. There's a big yellow button that says... Donc, une vidéo qui était pour moi bonne parce que André Casterman qui est derrière XDC, donc quand on parle de liquidité, quand on parle de capital flow, quand on parle de trade flow, quand on parle de tout ce bordel, ben, que tu le veuilles ou non, ça touche le réseau XDC d'une certaine manière. Après, c'est bien de l'entendre parler, c'est bien de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'il y a un travail, comme quoi les institutions financières se travaillent, sont en train d'analyser, sont en train de tester, sont en train d'intégrer tout ce nouveau monde. Et avec ce que je vous ai montré juste plus tôt, avec le projet de loi MEXC, non seulement l'Angleterre, mais on a le G7 et le G12 qui vont entrer là-dedans. Ça va être le monde entier. N'oubliez pas que le réseau XDC va aussi fixer la plomberie dans le financement du commerce, dans le commerce mondial, dans la finance mondiale aussi, tu vois. Il aura une part incroyable à jouer et c'est l'épine dorsale littéralement du financement du commerce. So, XDC Network reste un de mes préférés. N'oubliez pas que c'est mon top 5, XRP, XDC Telcoin. Moi, pour de vrai, si toutes les cryptos devraient disparaître, ils me disent choisis 3. J'aurais dit XRP, XDC Telcoin. Ça, c'est mes trois mousquetaires. So, XDC est aussi gros que XRP dans son utilité, dans son use case. C'est une blockchain qui permet plein de fonctionnalités, plein de services comme la tokenisation, comme la création de stablecoins, comme le XRP Ledger. Mais c'est plus pour des clients institutionnels qui touchent le commerce international. J'ai deux autres vidéos, mais il y a de quoi à dire dans ces vidéos, la vérité. Surtout celle-là. Elle est sortie il y a 6 jours. Et là, on parle de tokenisation, RWA et Trade Finance sur XDC. Donc, je pense qu'on va la regarder parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu cette vidéo. 84 visionnements, c'est très triste. Mais on va la regarder parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et ça va améliorer. Bah, moi, je pense que ma compréhension, elle est bonne là, pour XDC, mais pour vous, ceux qui doutent, qui continuent à douter, ceux qui ont peur, ceux whatever, n'importe quoi votre raison, c'est le genre de vidéo qui devrait vous calmer, c'est le genre de vidéo qui devrait vous faire comprendre sur quoi vous investissez. Donc, je sais qu'il ne reste que 14 personnes, 13 personnes avec moi en fait, bah, 14 avec moi. Il n'y a plus beaucoup de monde. S'il reste que 5 ou 6 personnes, bien sûr, je vais arrêter le stream. Mais tant qu'on est plus que 10 personnes, on va continuer le stream. Parce qu'il y a encore Bax, il y a encore IoTex. Je ne sais pas si je vais les finir, mais c'est toujours comme ça. Je parle d'un truc, je dis toujours un truc au début du stream, mais à la fin, je ne tiens pas ma promesse parce que je parle beaucoup. Je suis désolé, les gars, mais je sais pas quoi vous dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on va mettre la vidéo et je vous dis bon visionnement tout le monde. What is up, everybody? Solomon here. Super excited to be with Genfinity, interviewing a multitude of projects across Web3. Got quite the legend here with us today. We're going to be diving deep into trade finance, tokenization, real-world assets. We have Billy, who is the executive director of the XDC Foundation. Thank you so much for joining us today, Billy. I always like to start these out with, because we have a little bit of a diverse audience here, give us a little bit of an introduction of yourself and your role within the XDC Foundation as we kick off. Sure. Well, hey, it's great to be here with you guys on Genfinity. Thanks, Solomon, for having us here. You know, yeah, it's been a long time now. It seems that every day goes by more and more, longer in the tooth in crypto. And, but yeah, I had entered, I think like a lot of people, just really interested in the technology of blockchain itself. And, obviously the opportunities that the industry, kind of laid out there for us as an alternative. And I love the fact that in this time, it's really become
a much larger kind of asset class unto itself, and just a technology that is bringing innovation to a lot of different areas and disruption. And so for me, a lot of my background originally was in manufacturing. I've spent over 20 years directly in manufacturing, another 7 or so in consumer products. And so I was doing a lot from the SME side of things, where I was dealing with traditional banks in local markets, regional markets. I was also moving product, importing and exporting, both B2B and B2C. And the challenges that you face as a small business, especially in any particular region, really is Ciao Hamid, limited bye bye, bonne to, soirée. or the limitations you have in those are based on what's available to you. And when I got into blockchain and I started looking into the different ways in which value was being moved, I think that's really the cornerstone of so much of what really can happen here in terms of blockchain. It really, for me, came down to what can this technology do to help businesses around the globe, especially in my particular circumstance. And so when I found the XDC network, they were really very much rooted in trade finance and how to really solve that problem. And I really kind of hooked into that and thought, wow, okay, this could be something that I work on that would have made a difference for me, when I was in business before. So, to me, that was a really personal journey. And as from that time period, I think looking back, for me, it's been really over 6 years now since I've been involved with blockchain or crypto, and I guess really up 3+ since specifically with the XDC network. And with all of that, we've been able to really bring about the real original goals that we had around how to bring financing to businesses and how to make those available to people in a broader sense across the globe, so that you have this opportunity for any business across the globe to really find the financing they need, regardless of where they are and the challenges that they have in their local or regional markets. So that was a lot of what really kind of got me here. And I'll say, kind of what has really kept me here, especially with the XDC network, is the development of the ecosystem, the community that we've built, and all of the components of people and technology coming together, all sorts of people from all different places working together with a common goal. And, to see the proliferation of that over time has really been really incredible. So it's been an incredibly rewarding journey. 100%. I mean, I'm going to get into some of the manufacturing and logistics aspects and trade finance and stuff, clearing customs and all that stuff in a little while, because I come from a similar background and I think it's super impactful where this technology is going. I want you to kind of maybe discuss for us the rate of, adoption for blockchain technology industry wide. I know you working behind the scenes within the XDC Foundation, obviously you're privy to information that a lot of individuals might not have access to. So I'm always curious, like, what's the pace of real world adoption? Is it actually kind of occurring? We see news articles kind of out there that we certainly didn't see a handful of years ago. But maybe touch base on that real world adoption. What's occurring now compared to maybe if we look back, a few years? And I know a lot of people think maybe it's smoke and mirrors, but is it smoke and mirrors, or are we seeing actual meaningful adoption across the globe with this tech? Yeah, well, the short answer is there is definitely meaningful adoption that is happening across the globe. I think pace is different depending on network and the efforts that you're putting in around a very specific area. So in other words, trade finance and laying the groundwork for what we're doing is going to have different or be impacted differently by all sorts of things. A lot of that being how regulatory is moving forward, as an example. And that's not just in one location, but that's something that happens just anywhere in the globe, because you're trying to move product halfway around the world or 3/4 away, or whatever it is, to another place. And so, there's all sorts of logistical things that need to happen there, and putting those in place, they do take time. And I think the good news is that,
we've been in this game for a lot of years. I personally have spent over 3 years working on tokenization, and which is now really, where RWAs, the term in crypto has been around for a while, but hasn't really proliferated really the way it has until this past year or so, where everyone's all of a sudden like, oh, we're into tokenization, we're into RWAs. And I can tell you that the people who have been doing this for the last few years are doing real stuff for the most part. And I think that a lot of the people that are now, oh yeah, we're doing that too. Well, I mean, you have to be the judge for yourself on that one. But I can speak for us, and I know what we're doing. And I would kind of say it in this particular way, which is that what we have been able to develop as far as the platforms coming online, Trade Tech is an example of someone that we've been working very closely with for many years. Securitize coming on in terms of a integration into the network, where we're able to bring on the network security tokens through a platform for accredited investors that are out there, with their technology. All of these things, and that's where one of 4 chains that are integrated with Securitize. These are done with the idea that any of the building blocks that are needed to be in place in order to do this the right way from the beginning is what we're going to do. And launching USTY Treasury token through Securitize and Trade Tech, and offering that to the marketplace, and what's to come with private credit that we've been building. All of these things are very, very real. And I think the foundational pieces, people actually don't realize how ready everything really is and what's to come as a result of that. So, we're somewhat, I'd say, largely under the radar around a lot of things like that. And I think that, it's something that people will see more and more as we move forward. But there's very real stuff that is happening here. It is happening now. And, I can't talk about so much expectation and rate. Yeah, I mean, I think expectation is always greater than rate, right? Everyone's, especially in this business, from a public side, there's always people who want to read into, what happens here and what happens there. I spent a lot of years debunking charts to people. Like, I'm sorry, somebody making a chart doesn't know what they're talking about, but thinks they know something because they read an article that says this goes to this. That doesn't mean anything. There's so many things that have to happen in order for entities to come together and enterprises to commit. But it's real, it's happening, and it's right in front of us at this moment. So it's a very exciting time. I think what you'll see in the coming months is something that will hopefully let people see more and more of what it looks like when it is really incorporated into the blockchain technology and brought to the public. Yeah, I mean, you bring up an interesting point too, because when you're dealing in an industry such as like trade finance, and even going back to like supply chain and logistics and digital documentation, all the other stuff that surrounds that, I would imagine, and for some context, there's all sorts of numbers that float out there with what the trade finance gap actually is. We see 3 trillion, we see 5 trillion, but all of these different types of industry verticals are dealing in different jurisdictions. So I would imagine that there's different red tape that has to be kind of gotten over when you're dealing with every single jurisdiction out there, and just to make those connections and build up the trust. 5 years of trust building has got to be quite the exercise to start seeing meaningful things adopted and actually going live. Can you maybe talk about how important that trust is to build up with the partners and enterprises that the XDC ecosystem works with? Yeah, I mean, I think there's nothing more important than building that trust. I think that one of the things we've done, and what you're alluding to, I mean, we've really, we've been, since June of 2019, we went live on mainnet. So we've been a reliable operating network for, that entire time. And, from the perspective of what it takes in order to, bring institutions on board, I mean,
you know, there are external factors that have happened within the industry, let's just say, of us. So, you know, obviously FTX is a good example of that. You know, when something bad like that happens in the industry, people start talking about, well, trust is broken for 5 years. And now I always look at it as that's a recency bias that goes on, right? You know, so there's always something around the corner that's going to change. Bitcoin ETF coming live finally is a good example of that. So I mean, from 2022 to 2023, 2024, you know, you had this this terrible thing that happens with within the industry on the what it seems to be terrible, and it is when people are injured or hurt, and things aren't done properly. You know, that's not the way anything should be done. But we can't control that for us. We can only control the things that we do. And so, you know, everything that we've worked on has been about building trust, working with institutions that are within the general public. Trade Tech is an example of that. But, you know, they're an entity, they're a fiduciary, a fintech, you know, they have all sorts of requirements that they need to meet in order to do anything, you know, within the public domain for their business. And, you know, they're working with us because we've built a lot of trust with them in terms of what it is that we can provide and what we can do on the technology side. We work very closely with them on, you know, how we can do what we do in order to enable them to what they do. And they're doing the same on their end. And, you know, part of that and, you know, how Securitize came about was these are the things that we need. And we went out and made it happen. So as we do that and you have reliability and, you know, today with the way public networks, I think are really now becoming the kind of trusted space for people to operate in. I think there was a time period where that was a question, and now you even have really, you know, like Carlos over at Securitize, you know, has a very strong belief in public networks, and you know, the XDC network is a public network. You know, we have upgrades that are coming, and you know, we have always kind of played in that private public environment, permission and permissionless, and so now we're really looking at with our upgrade, and we'll probably be talking about this coming up, but you know, really the opportunity for institutions to have whatever privacy they do need in private subnets that are coming on board with our 2.0, among other security features and ways in which cross-chain swaps and different things can happen, contracts easily moving back and forth, applications being able to operate with each other across these. You know, you have an environment where any institution can come in and choose how they want to operate on the network, any information they want public, anything that they don't want, but people can see what's going on, and the ability to be able to grow with that and build trust is really important. And, you know, I think that we could talk about that, you know, obviously down the line, but I do believe that this is the single most important factor as it relates to institutions. And there's also a kind of a grading maybe of like what institutions are going to come on initially. You know, banks, while they're interested in being in blockchain, you know, they are slower to come in, and as they're doing it, there are certain factors that are going to be important to them. It's different for every institution. So, you know, you have to kind of like, for us, we've really started with a lot of, you know, non-bank originators and fintechs and others that are, you know, really disruptive in what they're trying to do. And that trust being there, the reliability of the network, you know, the way we support them with the technology, all of these things matter. So it's number one in my book in terms of, you know, and that as it relates to, you know, people talking about originally, well, we're the fastest network, you know, we could do so many transactions per second, or finality is this or that. You know, all of those things in any industry ultimately become a commodity, and that's all that is. Like, that's expected. Boo-hoo, who cares, right? You know, what can you really do? And that relates to, you know, as we talk about success depends on your network. I think we'll get to that too, probably, but diving in a little bit more. But that all matters. It's not just the technology, but it's who's there. Yeah, I mean, we're already kind of here, and I'm happy to kind of, you know, drive this in kind of an organic way for us. I mean, you mentioned
uh, you know, the banking industry and what some of these enterprises and traditional incumbents are really looking for. And I think it's really important because you bring up, I mean, it's a problem that exists, you know, even at the retail standpoint, meeting users where they're at. Um, and maybe we do get a little bit into like XTC 2.0 right now, because I think it's, you know, we were kind of just touching on that, where I heard a really good kind of analogy. Maybe this was like a month or two ago, where, you know, it's a lot easier for some of these like digital banking entities and some of like the startups, and, you know, they're a lot more agile, as far as almost envision them like driving a speedboat, so they can kind of pivot whichever way they want to pivot and optimize, do certain things. And then you look at the traditional banks and industry and enterprise, and they're not driving a, you know, they're not sailing a speedboat, they're sailing a huge ocean vessel. And it's like, to be able to turn a huge ocean vessel takes a lot more, and it's a little bit, you know, it's a lot longer. And I think it's important, and I consider XTC 2.0 is helping them to, you know, steer the ship in a way that makes sense, in a time frame that makes sense for them. So can you maybe touch base on what subnets offer, as institutions want to come in, as enterprises want to come in, as the banking industry wants to come in a way that makes sense for them and makes them maybe a little bit more comfortable to adopt the technology at their time frame? Sure, sure. Well, I mean, I think the simplest aspect of this is that, okay, every bank is operating on some platform somewhere, right? A lot of what you have and kind of that tanker itself, especially in the banking industry, you know, this is something that, having spent so many years in manufacturing, you know, one of the things you always think of is how backwards manufacturers are about the things that they do. And upgrading, if you're a small manufacturer, it's not an easy task to upgrade, but a company of 100 can upgrade their systems far more easily than a 120,000 person institution that's multinational, right? And so banks have been operating literally on a phone system, with moving money, and they've also been dealing with, you know, a generation plus old technology, as far as, you know, what their you know, systems are. And so when you consider the challenges of upgrading, I think one of the things that blockchain actually offers is a solution to being able to bring about some type of upgrade to them, where you know, maybe they're able to take some information off of their systems in the form of APIs and whatnot, and relay it to some type of a platform on blockchain. And what you end up having
Il y a eu un problème avec l'Internet. Désolé tout le monde. Donc voilà. Il reste plus beaucoup de monde anyway. Mais est-ce que vous m'entendez toujours tout le monde? Vous m'entendez là? Ok. Sorry pour l'Internet. Mais les gens s'en foutent là. Pour de vrai, ça me casse les couilles de continuer à faire ce genre de stream. C'est moi qui me tue après 3 heures. Yo, les gens s'en foutent. Ils veulent juste les analyses techniques là. Les gens, ils veulent juste quand ça va pompe. La vérité. C'est moi qui me casse les couilles à montrer des vidéos, parler pendant 20 heures. Les gens, ils veulent que les analyses techniques. That's it. Quand ça va pompe, c'est tout ce qu'ils veulent savoir. Ils sont là les premières 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes, ils checkent ce qu'ils ont à dire, bye, ciao, bye. Ouais, après, ouais, non, non, mais non, non. C'est pas tout le monde qui est intéressé par ça, hein. Regarde, là, on est 7 personnes, là. Il est 11h30. Il est mercredi soir. Quelles vacances? Quand tout le monde, quand il y a les vidéos, il n'y a plus personne. Bah oui. Quand il y a les vidéos, il n'y a plus personne. Et c'est là qu'il y a les choses qui se disent, là. Anyway, on continue, les boys. Juste pour vous dire, ça fait combien de temps que j'étais hors ligne? Combien de temps? Ça a duré 10 minutes, 20 minutes? Combien de temps? 10 minutes, ok, juste pour que je recule le truc, là. Ok, je pense que ça devrait le faire. 20,000 person institution that's multinational, right? And so banks have been operating literally on a phone system with moving money, and they've also been dealing with a generation plus old technology as far as what their systems are. And so when you consider the challenges of upgrading, I think one of the things that blockchain actually offers is a solution to being able to bring about some type of upgrade to them where maybe they're able to take some information off of their systems in the form of APIs and whatnot and relay it to some type of a platform on blockchain. And what you end up having initially is an immutable ledger that it has the truth from the source. Ultimately, you can get more truthful sources by digging into, the integrity of that information at the point of, it being entered. And, that's something that blockchain can offer institutions, I think, at that particular point. But I think as it relates to, the general topic of subnets, now what they're able to do is we can create, or we help them create whatever application or interface they need to do internally and externally on a private subnet. It's something that they have control over. They want to have their own master nodes, they want to have their own confirmation, they want to have their own coin. Even if it's just a matter of like having people on board in a particular jurisdiction that they say, well, we're in the European Union, we need confirmations to happen here in the European Union. They can set those. It's all within their control. So now what you're doing is you're taking to what I think an institution looks at as their own centralized way of doing business. They have some measure of control that they want to have. They're still a private institution, and it's up to them how they operate. It's the blockchain, which is decentralized. What they want to do on their private subnet is really up to them. How they can actually then do that is with private subnets. We have features. There's a few different levels of what's happening with the 2.0 upgrade, and I think that people, when I think about things, I read news about, Cardano has a new upgrade or something like that, and they talk about how much fanfare there is around these different upgrades. I don't think really people understand. We're not as widely known as Cardano, but the impact of what we're doing on these upgrades
is no less important for what's happening within our environment. And so, you look at the ability for institutions to control what they want to control and share what they want to share on the public side. That's actually done through a couple different ways. We've got, two aspects of this are what's called XTC0 and XTC swap. XTC0 is really, ultimately a way of through endpoint contracts and smart, this essentially the base of a smart contract. You're able to, relay information from, one chain to another, whether it's public chain or it's another subnet within, the system. There's this interoperability, where you have checkpoints where, what information is coming. You have relayers in there, which, move the information. It's highly reliable, and it's something that is the base of the movement of information, contracts, and anything that you want to do on the network. And kind of built on top of that, XDC swap allows anyone to create whatever token they want within their system for their own utility, and they can move that seamlessly to and from the XDC network. You can have this something, be something that goes from a DEX on one chain to a DeFi environment in another, or application in another. You can have them tradable against each other, and now you're bringing together this whole ecosystem where things happen very seamlessly, just in terms of the ability to create and move that value amongst all of those chains. And so I think this is a real game changer for what you're seeing in terms of the ability for institutions to come on board. We definitely have already people lined up that are, very, very well-known entities across the globe that are, looking to set up, or in the process of setting up, or make commitments to setting up, some of these subnets. And I think as we start to see that happening, the opportunity for businesses to kind of like shed a little bit more of their concerns and move over to blockchain technology with a little bit more of their technology side, I think is really, I think it's really right there. So, the other aspects of 2.0, and this is really what we had talked a lot about. It was in our original white paper around this, which is really around, bringing like Byzantine fault technology to, consensus mechanism, and being able to bring more of a, what we call a judiciary, where, things that are happening on chain, and with a node, if there's any type of, nefarious activity that happens, there's slashing mechanisms and ways in which we can, bring greater security to the network. And clearly, that's a big trust builder with institutions when we're, discussing what's going on. They want to know that, these things are in check, and that obviously any network that you run, you always have to maintain a level of security on, and you need to ensure, especially if you're in trade, that instruments and, funding, finance, all of these things are protected. So, I think we've done a very good job in really trying to build that internally. And that's something that's really right around the corner. We've been live on testnet for many, many months, with the 2.0, and we're now, within a very short time frame of really, launching this live. And so it's a pretty exciting time as it relates to that. Yeah, and I know, I've had the opportunity to interview Quincy, obviously one of your guys' kind of leading software developer advocates, and he's super excited about kind of the seeing is believing aspect with what these institutions may be able to come on board, and like you say, building out solutions for themselves in a way that makes sense for them, meeting them where they're at. So when it comes down to that, like he really kind of focuses on like the auditability and the data provenance aspects, like where these enterprises or these banking entities can start coming on and trialing out the technology and actually seeing in real time the effect that these types of things are going to have on their industry. I mean, is that kind of a correct assumption there, that's obviously a super important aspect to these subnets and what these entities are going to be using them for? Yeah, no, I think so too. I mean, Quincy has,
really interesting and great perspectives on, how he thinks blockchain is and sees, what's being implemented. And he looks at it from a developer mindset. And, he's also, kind of been, involved in, the institutional side of things in different ways that, has given him, look into, what certain people on, maybe equity side are looking at. Anybody that's on that enterprise side is really, when you're talking about banks, institutions, enterprise that we're dealing with, it's really all about the funding, right? And people taking their assets and bringing them on chain. So I think the provenance, I think all of that stuff is important. And like, we're all like from Missouri on that, right? It's like, well, show me, once I see it, I'll believe it. So I do think that's confidence building, and, I think too, like, so I always used to describe, I probably haven't said this in a while, but those who have listened to me in the past, I always talk about how, and I talk about this with other people in the industry, and we kind of laugh about it a little bit. I had a conversation with somebody in New York very recently about this, and talking about the differences between going back to what people think is happening and what's really happening. And, this relates to, what you hear in the back rooms that, banks tell you, or, governments tell you, and all this other stuff. And, ultimately, you can work on anything that you want to work on, right? But the reality of the situation is that this entirety that we've been building has really been about paving the road that, we're driving on as we're driving on it, and it's not like we have a paver there. They're stones, right? It's all cobblestones, until you get to a point where, it's advanced enough and there's enough adoption, enough belief in what you're doing that you got to build the highways. I mean, it's just, there's no difference in building what we're doing to building a roadway system. To, somebody wants to go somewhere, well, they did it by cart and, horse and cart or buggy at one point, turned into a car. Cars were on dirt roads. Somebody said, let's pave it. They put down stones, then they came up with the paving technique. And, this is all that's really happening here in this industry across the board. And I think it is getting faster. And, we're starting to see more and more happening. But I think that with these coming online, we've been able to show people what's really happening. They're able to understand the technology more. And you're also getting in some of these institutions, especially with, maybe some of these, you're seeing things with like MiCA and other things passing in Europe that give institutions a sense of confidence that they're moving in the right direction. I mean, anything that any industry drives is always going to be difficult in its own way for investment, right? So you have an institution that says, I'm going to make an investment decision in doing X, Y, or Z. What are my criteria? Well, I mean, most industries already have the regulatory stuff already hammered out. That's not a question. But when it comes to blockchain, nobody really knows what's going to happen. So when you have things like MiCA come out, it gives industries confidence and businesses in those industries to say, I don't have to worry about that anymore. I can understand what the landscape is going to look like. So now let's see what the technology can do for us. So I think all of those are confidence builders. And I think those are part of the show me state. And then, as you incorporate the technology that matches that, they're able to trial it and see. And, it's not a huge risk at that point compared to what it was before. So I think this is something that we're seeing more and more. And, obviously, depending on where you are, and, we have a lot of people across the network who are making great efforts, in Europe, in MENA, in Asia, Singapore, Australia, Brazil, South America. There are people everywhere who are doing things. And, we're just one entity here who's like helping as much as we can with that effort and working with people across the network. But, when you see that, you can see that, you can see Europe coming along faster because of MiCA. You can see things happening in MENA faster because of, what they're doing, in Abu Dhabi or Dubai. You can see it in Singapore. So you can see it in Japan. I mean, like entities in the UK, the electronic docs law. All of these things are things that definitely have an impact. And we're seeing greater clarity here.
I think, as far as hopefulness in the U.S., that these are things that are being addressed. But I think all of those are factors. It's, you know, it's not any one like pigeonholed conversation. All of these things impact, you know, building that kind of trust. But I definitely think that timing and everything, the update, subnets, regulatory stuff, all of these things matter. 100%. And I mean, I think you bring up an interesting point, and I kind of want to ask you about some areas of adoption that are more, I guess are adoption and more publicly facing that have surprised you. And I mean, you look across like, you know, what you see on Twitter and X, and it's like we see memes and we see you know, the AI narrative. You know, there's 6,000 AI startups in 2024, and how many AI, you know, blockchain projects sprung up after the Chat GPT moment last year, versus kind of what's happening behind the scenes. Because I think you allude to it pretty nicely there, where it's like, you know, paving the road in real time, but then there's this public facing perception of like what blockchain and distributed ledger technology represent. And it's like, you know, profile pictures and like memes, which I think are fine in their own regard, because like they do showcase community strength and power, which is super unique to blockchain and distributed ledger. But I just think it's interesting, and I'm curious from your stance, what are some of the areas of like public facing adoption that we see that have surprised you? And then what are some areas that you still feel maybe under the radar? Yeah. Well, it's interesting. There's so much information that's coming out on a daily basis around, you know, or growing in this industry around all of this. And I think, as you know, from a narrative perspective, because you're definitely a narratives guy, right? You know, that, you know, you start to see things coming public, you know, like usually quite a bit after, you know, things have been happening underneath the surface. I think when you talk about 6,000 AI, you know, projects or startups that happened in 2024, and you think, well, how many people were working on AI before AI was something? And how many people just decided, oh, we're going to be AI now? And, you know, I think that there are ways, like for us as a network, to incorporate AI in what we're doing. And, you know, the opportunities will continue to develop. And it's an area that, you know, we're looking towards as well. You know, I mean, AI DPIN or memes or whatever you're looking at that's coming out, you know, gaming. I think like there's actual real opportunities in all of these different areas to do something. I think that, you know, AI, I always wonder about AI and blockchain and how these things develop. You know, I think you need to have a real close eye on what's happening with AI just in general, because of the nature of the technology. And, you know, that requires a lot of regulatory you know, clarity, and, you know, how, you know, those are things are trying to develop, because, you know, you need to ensure that technology is being developed for the good of humanity. And, you know, I think that, you know, when I think of AI, and a lot of people, I think they always are like, there's the upside and the downside to, you know, what that could be. I guess I'm a little surprised at how quickly that has really kind of developed in a little bit of, you know, I guess narrative jumping just in general around what's happened in blockchain. You know, is a very interesting social experiment. I guess memes, and I'm just kind of throwing out some different points on all these things. I think, you know, memes are a very simple way of people being involved that, well, you know, aside from the fact that they have, for whatever reason, been the actual thing that has driven a lot of what's gone on in this market with people, I think draws immediate interests to the most basic thing that everybody wants. And a lot of people have come into crypto for, which is, you know, they want to have long-term security, and they think that that's, you know, their way of doing it. I'm not it's not anything that I ever comment on or anything like that. It's more of a, I think that that's a pretty obvious position people have. And so I would love for what to happen is for more people to really look at what are the things that blockchain has to offer for long-term stability of our existing systems. You know, we've got
real challenges when it comes to a lot of different countries, not just the U.S., with deficits, debt spending, and you've got BRICS coming on, and the de-dollarization, and all these different issues that are happening. And I think that, to me, on a large degree, I'm more surprised that maybe people haven't really, they talk about it, but haven't really hooked into it on the retail perspective from a position of what can blockchain actually really do in order to help solve the issues, not the idea of, well, we're going to have this crazy reset and all of a sudden it's going to be blockchain and it's the only thing that's going to be the money of the world. I mean, to me, that's just like, that's not how this thing develops. Nothing ever developed that way. We've had email for decades and we still have like snail mail. So, these are all things that will always be a part of, what we have. So for me, maybe it's a little bit more of a hopeful, right? But I do think that tokenization, to me, is the real way for me to exchange value to you today, now, in this particular moment. And, it takes time for this to happen. And the US Treasuries are a good example of it. I think that when you look at what's happened with regional banks in the past, and, not so long ago here, where a lot of businesses, have a lot of money within the system, and then the system shows cracks and concerns, and, so there's flight to safety. So, these are the reasons why USTY were created, and, opportunities for people to really come into who are actually, in the digital space, to be able to seamlessly and effortlessly, put their money somewhere that's trusted, or they feel is trusted, and that they can, move in and out as needed. So I think this is what the future really is of crypto in a lot of ways, the RWA space, and it's a lot of the reason why we focus very heavily on it. Yeah, no, 100%. And I think, for those of us that have been paying attention behind the scenes, this stuff, certainly, like I remember seeing like proof of concept things like 5 years ago that now we're kind of just starting to see like inklings of stuff starting to go live within these traditional industries. And it's like this, it's not like we're like, and you bring up an interesting point, because I think it is a narrative that we've seen consistently where it's like there's just going to be this great reset. But I think when earlier when you're talking about XTC 2.0 and subnets and meeting these entities and institutions where they're at, so that they can value add with the technology, figure out ways that it makes sense for them, and then adopt it on kind of a more consistent level, because they've already trowed out certain aspects of it. It becomes much easier to justify additional adoption when you have adoption that meets these entities where they're at. I think one thing that is unique though, Billy, is community. So when we get into areas of the tech that you're passionate about, I think we touched on that, but maybe touch a little bit on how blockchain is unique from the community standpoint, because we don't see this like, it's not like I don't change my profile picture to a banner of Microsoft or Gmail or, some arbitrary company just because I'm like a fan of what the company's doing. And it's a totally different mindset when it comes to like blockchain and distributed ledger. You have like all these communities that just like, kind of self-organize, and I would love you maybe just a little bit of your thoughts on it, because I think it's interesting. Yeah, well, I'll tell you, I mean, this is so the community is a big from the very beginning. I think it's just been a very natural progression for me in terms of what's happened, and I unfortunately, like, as you get more and more involved in the workings of what's going on a network, the downside of that from where you once were at a community level, like in there every day with everybody, is that you can't really be there the same way you were, even just from time constraint, but also there's it just is sometimes challenging from the standpoint of look, we'd love to be able to come out and tell you, well, we're doing this and this, and give you all the answers we can, but we really can't, because
there's just a lot of things that are going on that, you know, we can't talk about until they're really there. And that's not, you know, at our mercy, but, you know, it's not at our discretion, I should say. We're at the mercy of, you know, what others want to do. But like, here's really, I think it's very interesting. I've put a lot of thought into this because I have been a community builder for a very long time. And I think about how, you know, people get together initially, you know, if we get together for the first time, we start talking about something, and I find out you're really into, you know, blockchain, crypto, whatnot, and you know, you have a lot of interesting perspectives on it. And like one-on-one, you know, we're going to actually create this kind of like bond where that was a really great conversation. And I want to build upon that. I want to go and pick your brain on something. I want to let you know about something that I'm looking at doing or thinking, and, you know, find out what you think. And you know, you kind of like create this bond around it. And I think that, you know, the truth is like that's exactly how, you know, these communities develop, right? I mean, they're just one or two people talking. It turns into a small group of people. Then it turns into a bit of a movement. You get a dozen or more people, all of a sudden they really believe in something. And you know, at some point in that particular like growth cycle, you know, that kind of cornerstone group, they really, the nature of somebody in that group really comes about as far as, you know, who are we, you know, how are we connecting, you know, you have, you know, different people coming in and some that listen. I guess I was always like the voice of reason, as people tell me. So, you know, things are going on. It's like, you know, back in 2018, I remember people, all they could do was come in the chats and, you know, talk about how, you know, crappy the project was or what was going on or this wasn't going to happen. And there's like people like, well, just leave then. If you don't want to be here, like, just leave. We don't need to hear it. And eventually, like, everybody went away except a core group of people. And we were like, all right, well, let's start educating people on things. If we don't know something, let's find something out. And, you know, the kind of like that underlying tenet of who we were really became like brotherly. We were a family. And that's how we became the Zinfam. I mean, Zinfam, if you look at, you know, you look at XRP, and they were the XRP army. I don't know how that developed, but, you know, but there's an army mentality to that. There's a Link Marine mentality to Chainlink. You know, there's a Zinfam, you know, like mentality. You know, it's like who we are. And I think a lot of the values of what comes out of that are, you know, like the secondary values that people hook into. They come in and they go, I'm welcome here. I get this. People give me answers. And, you know, and you go through cycles in the market that people come and go, and, you know, they have their own, you know, like feelings about it. And you're going to deal with all of that stuff as you go. But ultimately, when you have that and you have that belonging, I think that's what people are looking for. They're looking for a place to belong, and they feel like this is where they fit. And then once they fit into, you know, that particular place, you know, part of it is, do they believe in the technology and the things that are happening? Do they think this is what the future is? Do they think there's an opportunity here for them? And that can come in ways of just having a voice. And so I think that there's a lot to, like, people look at crypto as, you know, oh, this is like however they want to look at it for their financial future, they can look at it. But when it comes really at a core, that initial desire to have a banner and like really kind of go out there and talk about what XDC network is doing and who the Zinfam is and all of this stuff, they end up really just, you know, coming about that way because they belong. They feel like they belong and they have a place and people listen to them. And I think that's the most important part about building it. In time, when they feel that belonging, everybody chooses what level they want to, you know, operate at. Some people just want to connect. Other people just want to do things. And I was somebody who was like, we need to do something. And I did something for years. I mean, it was like, I call it my 3-year interview. I spent close to, you know, a full week for every week, you know, in chats, whatnot, going back and forth, connecting with team members. Eventually that turned into, you know, working directly with Zinfin. That led to launching the foundation in 2021, building out the foundation team. And, you know, we're unique as far as a foundation goes. You know, we're different than a lot of other foundations that are out there as far as the makeup. And, you know, we're really here to serve. And I think we've done a very good job over the years of really trying to do it. We've cut our teeth at this. And, you know, we've built a lot of really strong relationships in the industry.
And so, you know, that's our role. And I think that, you know, the expansion of it across the globe has been really, really key as well. And I think that a lot of people have done really good jobs with that as well, who have come in and brought their own flavor. And you know, you learn and grow and all of that. And maybe who the Zen fam was 3 years ago is a little different than it is today. And that's the nature of decentralization and growth. So it's exciting. I think it's a great topic. And, you know, I think, you know, I'd say as far as the work that a lot of people have done and come in and across the network, really impressive stuff. And very, very good quality group of people. And everyone's really pushing to make things happen. And, you know, we really try to work on, you know, how can we pull on the rope together, you know, when we can work together in some of these efforts that we do. And, you know, we have efforts that we're undertaking now with accelerators as an example. And that's a big shift investment and a really great opportunity with some of the things that we're doing in terms of, you know, the growth of the network. So, yeah. So this is, you know, these are 4 of the, you know, accelerator programs that we have going on here with incubators. You know, we've got people who are driving these across the globe. You know, we've got more coming on. This is a multi-million-dollar investment by the network to really go out and drive high quality projects towards the network and really trying to do this in different areas. You know, we've got people who are focused in different, you know, areas, you know, AI or DeepIn or things like that. But, you know, we have also more coming on, things that, you know, the foundation has been more involved with. And, you know, these are going to be things that are focused around real world assets and really building out the ecosystem that we've been working on within the RWA space, you know, to a much, much greater degree. And so it's been really exciting to see this. And, you know, these are all things that I think you're going to see as time goes on, you know, really, you know, kind of growing the network in a way that, you know, it's so much more complete over time as far as an EVM compatible enterprise focused smart contracts, you know, platform. You know, this is kind of who we are. I think I alluded to, you know, success depends on your network. And, you know, this is something not just to the technology piece, but it's the people who you work with. It's the nature of who you are. It's the things that you bring to the industry. It's how you do the work, and it's how you support each other to make it happen. And I think that, you know, what we're going to end up seeing here is, you know, a lot more development and focus in all of these areas, you know, that bring opportunities that a lot of people are looking for, whether it's, you know, DeFi or AI or anything else. 100%. I think it's interesting, and I know we're gonna run out of time. I'm happy to go over a couple minutes with you here, but maybe I'll wrap a couple questions together. I'm always curious, and this is literally just kind of a random thought that I've had before, where it's like, you know, we talk about how long it takes some of these traditional enterprises, the banking industry, things like that, to adopt new technology. And let me preface it this way, and then I'll kind of ask the question. So my thought process is always like, are some of the industry participants that are here now, that have been here for 3, 4, 5 years with reliable mainnet, with, you know, no downtime, you mentioned enterprise capability, EVM, trusted, things like that. Are the participants that have been here for a handful of years, it may not seem like it, but are they so far ahead because of this, how slow the rate of adoption is, where like newer networks, because there's certainly going to be new networks coming in blockchain, distributed ledger technology, it's really never going to stop. But are the participants that have been here doing it, that have a track record of success, a lot further ahead than maybe publicly we think that they are? Because like, I guess that's part of the question, where like, you know, doing it for so long with a trusted network, is there that feeling maybe behind the scenes that you know, some of these networks that have been here doing it for a while are further ahead? I guess maybe take that first, because I like to wrap 30 questions into one thing, so I won't do that to you. Yeah. Thanks. So, well, I think that
look, I can't talk about what other networks specifically are doing. I mean, I know certain things about what are being worked on, and what they actually are doing. I mean, you can see, look at rwa.xyz as an example. If you want to look at what's tracking, I think back in it was March. I did a presentation on tokenization and what we're doing with private credit at ETH Denver, and the number overall was under $1 billion. I think it was. Now, if you look at the numbers now between what's invested in U.S. Treasuries and what's invested in private credit, you're well in over $1 billion, and you're really tracking a significant amount of network activity that's happening around this. So you look at Ondo is a good example. I think they've done a really good job of when they started, which wasn't really all that long ago. From going from 0 to 100 million, and then going from 200 to 400. And, you see something they posted a month ago, and now it's 500 million. So, these are things that happen very quickly. You're seeing doubling happening in months. So, that's a rate of progression that's happening now with who's in the market, or the industry, not anybody that's not in it currently. And so the more we go back to the show me state, being from Missouri, and you see the technology coming on board and institutions coming in, the more and more institutions start coming in and adding more and more money, that rate is going to continue to accelerate. So you're going to see an acceleration of volume of transactions and volume of dollars. And that's. Et, pour les 3 personnes qui sont encore là, c'est intéressant ce qu'il montre ici. Vous avez vu les chiffres? Waouh! C'est c'est la folie. On est que dans on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé, les gars. Et Securitize, vous avez vu Securitize? Securitize, elle est connectée à BlackRock. Elle utilise le réseau XDC. Ils en ont parlé tout à l'heure, là, Securitize. Et elle est première, là, si tu regardes ici. Là. Attends, je recule en arrière un peu, là. So, these are things that happen very quickly. You're seeing doubling happening in months. So, Ouais. that's a rate of progression that's Elle est happening là, tu vois, now. regarde. Regarde, Securitize, number one. 503 millions de dollars. Hop, 8,96%. Ça, c'est, elle tokenise les US Treasuries sur le réseau XDC, Securitize, connecté à BlackRock. With who's in the market. Never. Ce que j'ai aimé aussi dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez gardé ça en tête, ils ont parlé de subnet, de sous-réseau. Donc, c'est des sous-réseaux comme style XRP Ledger d'échelle latérale fédérée. N'importe qui peut créer une plateforme, une blockchain, etc. et la connecter au réseau principal. Donc, pour utiliser les pouvoirs du réseau principal qui est le XRP Ledger. Ben, là, maintenant, c'est des sous-réseaux sur le réseau XDC, des sous-réseaux en dessous du réseau XDC qui donnent droit à n'importe qui, bah, pas n'importe qui, mais des institutions financières, de faire ce qu'ils veulent. C'est leur propre réseau. Voilà. Nous, on veut ci, on veut ça. Lui, l'autre, il veut ça, il veut ci. Chacun, il a son propre réseau, mais ils sont tous interopérables et connectés au réseau de base qui est le réseau XDC. Tu vois, c'est big, c'est big, c'est big. Ça, c'est... Les choses avancent même très, très vite. Et quand tu vois les chiffres du RWA, et en sachant que XDC touche le RWA parce que ça tokenise les actifs du monde réel qui sont les documents électroniques, et, et en plus de ça, le financement pour les petites et les moyennes entreprises. Donc, n'oubliez pas ça, le financement pour les petites et les moyennes entreprises. Il a même mentionné le crédit privé. Ils sont en train de travailler sur le crédit privé. Donc, c'est tout un travail qui a rapport avec la confiance, qui a rapport avec plein de choses. Donc, les gens, ils veulent être riches rapidement. Mais les gars, allez investir sur les meme coins, allez investir ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux investir sur XDC, sur XRP ou sur tel coin, frérot, c'est un travail monumental qu'ils sont en train de faire là. C'est pas, oh, salut, j'ai ce protocole, tu veux lui. Non, non, wow, wow, wow. Et tu vois déjà les chiffres. Yo, les chiffres sont incroyables. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, il est en train de montrer le tableau. C'est incroyable. Et c'est que le début. Yo, c'est que le début. Yo, tu réalises, on n'a même pas encore dit allô, là. Le monde ne sait même pas ce qui se passe.
Tu vois, c'est pour ça qu'on est les pionniers. Et il ne faut pas pleurnicher. On achète, on hold le temps qu'il faut hold. Mais tu es sûr que tu vas être riche. Un jour, tu vas être riche. Mais riche de ouf, là. C'est tout. C'est ce qu'on vise. Il faut attendre. Never, or the industry, not never, not anybody that's not in it currently. And so the more we go back to the show me state, you know, being from Missouri, and you see the technology coming on board and institutions coming in, you know, the more and more institutions start coming in and adding more and more money, you know, that rate is going to continue to accelerate. So you're going to see an acceleration of volume of transactions and volume of dollars. And that's, you know, something that I think 6 months from now, you know, you might see, you know, 4x over this number, or something. Like, I don't know what the specific number is going to be. You know, that's not, I'm not making a prediction. I'm just saying that, you know, that rate is accelerating. And so I think it's a very exciting time. I think as you relate it to the XDC network, I think, you know, we're one of 7 different networks that's on RWA XYZ. With US Treasuries, private credit will be added to that. You know, once that's launched, you know, we're working on, you know, commitments around things, you know, for what we're doing on the side, you know, for that prior to what we're launched, what will be launched on the network. You know, that's, I think that, you know, you're going to see very surprising and similar numbers, you know, happening and growing in places you were not expecting. And I think XDC network is actually one of those places people are overlooking, and that's okay right now. You know, we're just doing what we have to do in order to make that happen. And I think, you know, as it relates to, you know, going back to what we've done with Securitize, launching of USTY, you know, and now what we're doing now in terms of private credit, and as we're moving forward, you know, we established this relationship in order for you know, layer 2s or other, you know, application layers to come on board and to be able to launch their RWAs or their tokens, you know, on our network. And that's an open invitation. If somebody is looking to, you know, get into their platform onto a network that can give them access to a primary issuance platform like Securitize, and the ability to launch their tokenized assets on chain, you know, that you can go to xdc.org, and, you know, you can contact us there. You can find out what you need to do to come to us and work with us to get you on these platforms and get you launched. And, you know, these are the things that we're doing. There's accelerator programs that, you know, we can direct you towards, just like, you know, you had shown on the zinfin.org website. So there's a lot of touch points here where people can come on board, and, you know, they can find the, you know, the matching of what they're doing with what we're doing with these accelerator programs. And like I said, these are multi-million-dollar investments that we're making from the network. And, you know, I think that that's being done on top of many years of being in the foxhole, you know, building this technology. And, you know, we don't talk about it a lot. And maybe people want us to talk about it a little bit more, but the reality of it is, you know, we're just here to make it happen. And so all of these things really are great touch points, I think, for anybody that wants to build on the network. And the opportunity, I think, that separates us from a lot of other people also, while I'm talking about this, is that, you know, there's a lot of opportunity for people to come in with a network our size and have some pretty significant impact. And the opportunity to launch within the network, you have all the tools you need here, as you do on most any other network. And the ones that, you know, we're working towards to bring more rails on, and an opportunity and ease for stable coins and other things to be able to bring, you know, that funding are all in place and being built. And so, you know, these things take time, but, you know, the time is really now. And I think that, you know, with that, the opportunity presents itself very well in terms of, you know, how this has been set up and designed in order to move us forward. So it's to me, it's a pretty exciting time around that. I don't know if that answered your question fully, but
you know. No, I mean, So you're answering my questions and even more so. So I really appreciate it, Billy. You're making this easy for me. I do want to kind of, I've got maybe like 2 or 3 more questions and then we'll definitely wrap it up. I know how busy you are, so we really appreciate your time. And you mentioned, 5 years reliable mainnet, enterprise capability, EVM, the trusted. I think that even having kind of examples of all of the real world use cases that have went live, I guess the question I have is like the education question, which is like, when you go out there and you talk to these entities and you talk to people that are interested in blockchain or whatever it may be, I find that over time, and I'm sure we all do this, we start using certain verbiage that is just super everyday verbiage to us because we're in this industry, like consistently talking about it. There's a meme out there that's like this guy sitting at a table in a restaurant and he uses the word distributed ledger technology instead of blockchain and crypto, and he smells the wine glass and he's like, yeah. Do you experience that stuff when you talk to these entities? How do you engage with them in a way that they understand, and how much does it help to have that track record of real world use cases going live when you do get into some of these discussions? yeah, well, I guess like, so it's a little bit different for me. I kind of always think of myself as being like long in the tooth for this industry. A lot of the guys that I'm working with are in their 30s or 20s, 30s, or maybe now some 40s. But I'm really kind of old school around certain things. So I think I tend to talk in like more real terms than I do from discussing something around the technology or buzzwords that are very much industry focused. So look, I think a lot of it is, it's not so different than building. I mean, it's all part of the ecosystem, right? So anybody that you're talking to as an enterprise is also not that much different than potential community, members, right? I mean, there's an interest and a sense of like what's there. And I think it's listening, really. So it's about talking to somebody about understanding like what they know about the industry, not assuming anything, asking them questions about what do they know about us, what are they trying to achieve, and then like you said it very well, which is like meeting them where they're at. So I think that we try to have like real conversations with people, and really discussing what there is that we're doing that we think can make a difference for them, and not assuming anything as a result. And I do think though that what's happened in a lot of these organizations is that you see, hiring of positions in blockchain where people are, they were into it, they got into blockchain, they're pushing for it at the upper levels of these institutions, and they're getting the ears of people who've been around for a long time who are saying, we're either going to find our way into this industry or somebody's going to replace us. And I think that's a perspective that intelligent people will have regardless of the industry that they're in. So I think we really try to bring that conversation to people in that way, and try not to assume anything. And it's all about follow up, right? So how did that go? Did it make sense? And even like we have you're showing trade tech. We were on a call earlier today about something, and we were talking about ultimately like how long we've been working on this, and the things that we're doing, what is it that we're bringing to the market in what way, and what are the things that we need to identify differently perhaps based on some people that we're talking to. So those are all like real ongoing conversations that happen on a given basis. And the result of all of that, typically at the end of it all, is you have a better, stronger, clearer relationships with the people that you're working with, and greater clarity about how to move forward with it. And to me, it's a process, and the better you do that, the better acceleration you have. So I think there's a lot of really positive aspects. I mean, you're right on with that. It's a very good question. Yeah, and I mean, before we get into what the future holds for XTC and any forward-looking statements you might have, I want to make sure I didn't miss anything with milestones thus far, projects thus far, partnerships thus far. I know we touched base on Yield Tech, Trade Tech, Securitize, SBI. I mean, there's a lot of massive kind of announcements that you guys have come out with.
and real world adoption, obviously. So is there anything that I might have missed there? Yeah, I mean, I just a couple of things I'd mentioned, there's, we've got XDC Trade Network that's been working, they're a layer two, application layer that is looking to bring, trade docs through mLetter. They're doing stuff now with POCs. We're seeing stuff happening, down in Australia with that, and the efforts that are being done down in XDC Australia. There's, I think, trade trust is at the cornerstone of that out of Singapore in terms of some of this documentation piece and the suite of products that are being done or put in place to, make these things happen. You're seeing SBI, XDC, APEC working towards putting together, transactions on Corda using, the bridge, created by Impel. And I think that, these are all ways in which we're seeing the transfer of value from the public network to other networks like Corda, and, what we're trying to do over there in terms of, R3 and what they've built. And I think that there's a lot of things that are happening like that. There's a lot of things that are happening in Europe in terms of, the development of some high profile, real world businesses that are really interested in what we're doing and, making commitments to the network. And it's very exciting to see. And, the growth of things happening in LATAM. So, I mean, I think there's like a lot of things that are really happening across the network. And like I said, there's a lot of people doing a lot of things. And, it becomes the great sign, I think, of a strong network is when you can't possibly talk about all the things that are happening on the network, because so much is happening, it's impossible to know, Yeah. So the example I wanted to bring up earlier was, and before I forget, so you mentioned that you have a background in manufacturing, and I come from a similar world there, and I just think about like the OEM aspects, and especially whenever you've got parts that are coming in from China and other areas of the world. And I remember especially the 2020 time frame, logistics times went through the roof. Like we used to expect, I think, 6 to 7 weeks from China, and it literally got to a point with certain parts of manufacturing that we use, like Honeywell parts and other stuff, where like they wouldn't even give you a date. And that wasn't because it took longer to ship things across the ocean. It was because stuff would sit in customs for weeks and weeks and weeks. And when you think about digital documentation, some of the laws with hand-signed bills of lading still go back to like the late 1800s. So when you think about the impact of digitization across industries like that, supply chain, which I know we've kind of moved into tokenization and everything else, but there's a huge industry still to disrupt. And it's like, and a lot of that stuff literally sits in customs because they can't verify what is in these containers, and they've got to do all these checks, and it's just such a fragmented process. And I'm really looking forward to the people in that industry, because I know how much pain they go through. Because you almost can't. I've been there, man. Yeah. I'll tell you, I had an experience. Sorry, I'm going to extend this just a minute here, if that's okay. But sure, I had. So I was in the cycling industry. I made merino wool cycling jerseys for many years, and I was distributing all over the world. I had a shipment that was going from China to Germany, and it was for a show, and it was a company that was looking for this. And I had my suppliers, I had my everything lined up in terms of shipments and all of that stuff, and they wanted to use their own shipper. And I was like, "Are you sure about that?" And they're like, "Yeah, this is how it has to be." Well, they lost the origin documents, and the stuff landed in Germany, and I went camping because it should have been shipped and done. And I was up in like the middle of wherever, and I had to. And they started calling me saying, "We don't have the certs of origin. We need the certs of origin. They're not accepting anything." And at like 11:30 at night,
because they were in Germany, or I had to like get in my car and drive a half hour to a dirt road where I could get phone signal. And I had to call like ministries in Germany that I had no idea who they were to try to resolve this issue. And I think back to that example. I mean, eventually it got worked out, and a few days later, they were all pissed at me, even though it was really their issue. Everything else is, I've never had anything happen like that, but things like that do come up. And I keep thinking to myself over the years, if documents were digitized then, and you had a digitalized system where somebody could get on, they could see the records, they could see everything right there. They knew everything that came in, they knew where it was made, all of the documents. It couldn't move forward into the next, in that contract unless everything was already there. The things that blockchain can provide, that problem never would have happened. And with trade itself, people have electronic bills of lading, which are really the document that shows the value of what it is that you're shipping. If you hold that document, you hold the value, you own those goods. Well, it's a piece of paper. I can make 5 copies of that. I can send it off to 5 different financiers. Somebody has that as collateral. The other guys don't. I could have gotten 4 or 5 times the money. And, there's just a lot of, fraudulent things that happen as a result of that in the business because of, it being a paper business. So blockchain, I mean, like, that solves all those issues, right? I mean, it's a huge problem. Yeah, I mean, it's almost comical that that we're not using the technology that's going to literally solve the majority of issues from a logistics standpoint, for not just manufacturing industry, but multiple industries. I mean, look at CPG and consumer packaged goods. I mean, I'm sure this happens everywhere. Anything that's moving across jurisdictions, it's happening, and it's just wild that it's something that's like seems so simple, but then you start getting into the weeds where it's like, okay, you've got cross jurisdictional aspects that need taken care of. There's maybe some intricacies there, and it's like, it's still like it's occurring. The real world adoption and the technology is going to occur, but it's like, it's just such a simple like use case where it seems like a no brainer just to inject in like right now, It is, especially with how many hands those papers go through. And, when you have, originating, you have the banks on one side, you have the banks on the other. That's the financing side of it. But then you got like 40 different people involved in the middle. I mean, it's pretty crazy. So I think that it's not a simple problem to solve. I think it gets solved on the money side first, and then those things trickle down. M-letter is an example of some, an effort to have this be universal. I mean, you start with only a couple of different, jurisdictions that are actually using it, and you're building to 7, you're building to 10. These numbers like grow very slowly. You think about how many countries there are in the world that need to adopt it in order to have a standard, and shipping lanes, and different entities that control those shipping lanes in different parts of the world. They're not connected with other shipping lanes and suppliers, and it's really a very disparate industry in a lot of ways. And I think those things will take time, but the financing of it is here and now. And I think that that's really key. And a lot of those, fundamental, blocks are being put down. The foundations, they're all really built here. So that's actually a very exciting place to be. And, we've stayed very true to who we are around that. You mentioned M-letter and Mika, so maybe I won't get too into the weeds with regulatory clarity here, because I think we are starting to see kind of some slow moving aspects that at least provide some level of, you can move forward in certain jurisdictions, and hopefully we see more of that. I think that that's certainly a bipartisan issue. I know that we've got election season coming up. But I'm curious from your standpoint, Billy, because I've taken up a lot of your time, and I really appreciate it. These are always such interesting conversations. If you could maybe give us your thoughts on the future for the XDC ecosystem from the foundation's purview, or maybe just the industry as a whole, and maybe lead us out here. Sure. Yeah. Well, I'm really, I'm very bullish on who we are as an entity in terms of, and I really should say the network, who we are as a network. The network is, it's kind of its own thing. Foundation is one thing. Like I said, we've got different entities across the globe that are doing a lot of different things.
I feel like we've been overall very focused on what it is that we're bringing to the market. And, while we're expanding on that now with some of these accelerator programs, as I talk to the team a lot about, we eat RWAs for breakfast. That's who we are. And the focus of what we're doing is about, really bringing on more and more assets and tokenizing them on the network. And this is definitely happening, and it's going to happen at an accelerated pace as we're moving forward. We have some really exciting stuff with another incubator coming on. We're going to really kind of create with them the true, maybe one and only, like RWA accelerator in the world. We're going to be doing that here on the network. I think that this is really a very exciting time with everything that we already have in place, because it's not like, oh, this is what we want to do. This is what it is that we are doing. And, that's something that people will see, relatively soon. And I think that, the opportunity to bring high quality projects that, are yet to be built or are being built, and to kind of like really be able to select, with some of these incubators, the best of the best in order to come on is a really, really exciting, opportunity for us, especially with what we've been built. So, or what we've been building. So I feel really, really positive about what it is we're doing. Whatever the noise is that happens in the industry on a day-to-day basis is nothing but noise. That doesn't stop us from what we're doing. It doesn't change anything that we're doing. We just keep doing what we're doing. And for that, I'm really positive. We got a great team. And, I think that, we're always looking at what we don't know and trying to figure out what we can do with that. It's not, we don't come in here like we're experts at what we do. We're just a bunch of people that come together and want to make something happen. There's a ton of dedicated people, within the foundation and across the network that are really working very hard at making that happen. And I think we've also, more recently in 2024, the kind of proliferation of growth and development that's happening in cross project kind of, projects that are application layers working together, looking at what are the things that challenges they may be running into, what can we do to resolve them. We've done a lot of work around RPCs and, making the network easy to build on, bringing better documentation. There's a lot of these things that have been happening over time. And I think all of those things are proliferating now at a higher and more accelerated rate across the network. It's not anything anybody's seeing, but I can tell you the static that runs across the network now internally with people that are doing things that are kind of in the know is really, really strong. And that's been really great to see. Everybody is really committed to making the network happen. And I think a lot of people see the opportunity of building and developing on the network. And, we have some very good applications that have come on, and they're doing things that are really, really going to accelerate this network as we move forward. So I think it's all really, really positive. And I don't worry about what goes on externally, because you can't control that stuff. So we just focus on what we can do. And so that's just generally my position on that. And I'm not sure. Was there any other aspect to the question you asked? You were looking for me to answer? No, that was great. Yeah. And I mean, there's a lot loaded up here on the screen. So let me make sure I preface and say, if you guys are interested in. Les boys, je vous dis bonne soirée. C'était un bon stream sur XDC, hein. Même si on sait c'est quoi XDC depuis toujours. C'est un truc de dingue. On continue à investir dessus. On attend. Et voilà quoi, man, c'est tout, hein. Demain, c'est quoi? Demain, je vais faire un stream sur XRP, Ripple, peut-être. Sinon, bah, je vais faire un stream sur le Discord. On va parler de IoTex et BAX aussi. Il y a BAX demain et IoTex. Yeah, man. Donc, les boys, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir assisté. Merci d'avoir resté avec moi, hein, d'être resté avec moi.
jusqu'à minuit 30 chez vous, les boys. Merci. Donc, bonne soirée, bonne nuit, faites de beaux rêves, la famille. Je prends mon profit, je pars en Antarctique dans le Nouveau Monde. Oui, hey. L'Antarctique, frérot, tu vas geler tes couilles, man, tu vas geler tes fesses. Tu vas foutre quoi là-bas? Et non, peut-être va à l'Alaska. L'Alaska, c'est mieux. L'Alaska, au moins, tu vas trouver un petit village dans les montagnes. Traverse le dôme. Mais non, frérot. Avec ton argent que tu vas te faire dans la crypto, là, tu vas rien traverser. Tu vas traverser. Même ceux avec des fusées, avec le monde, avec tout, avec toutes les armes du monde, ils n'ont pas pu traverser. Toi, tu vas venir. Oh, les gars, j'ai fait de l'argent avec XDZ. Je traverse. C'est un ouf. Vas-y, les boys. Bonne soirée. Prenez soin de vous. On se capte demain sur le Discord. Ciao.